La tasse de café de Cole Hargrove a heurté la rampe du Porsche et s'est brisée quand il l'a entendue. Pas le tonnerre, pas le vent. La voix d'un enfant, à peine plus qu'un souffle, venant de derrière sa grange. Elle demandait à l'air vide s'il restait quelque chose dans le seau à cochon. Il n'a pas réfléchi. Il a agi. Il a contourné le coin et s'est arrêté net. 4 enfants se tenaient dans la poussière. Derrière eux, une femme. Elle ne demandait rien du tout. Elle le regardait avec des yeux qui avaient déjà essuyé sans refus, des yeux qui ne s'ilènent plus. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, abonnez-vous à notre chaîne et restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Laissez un commentaire et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où voyagent ces histoires. Cole Hargrove n'avait pas parlé à un autre être humain depuis 11 jours. Il le savait parce qu'il comptait. Pas par solitude, pas vraiment, mais parce que le silence était devenu une sorte de discipline, la seule chose qui maintenait la structure de ses journées depuis la mort de Catherine. Il nourrissait le bétail. Il réparait ce qui était cassé. Il mangeait debout à la fenêtre de la cuisine et se couchait quand la lumière disparaissait. C'était tout. C'était suffisant. Ce n'était pas suffisant. Il venait de se verser sa deuxième tasse de café quand il l'a entendu. Pas tant le son lui-même que sa nature. La petitesse particulière d'une voix qui s'efforçait de ne pas être entendue. Il a posé la tasse sur la rampe du Porsche sans réfléchir. Elle a glissé, a heurté le bois et s'est brisée, mais il ne l'a pas regardée. Il se déplaçait déjà le long de la maison, en direction de la grange. Il a contourné le coin et s'est arrêté. À environ 1,50 m du seau à cochon se tenait un garçon. Il ne devait pas avoir plus de 5 ans, pieds nus dans la poussière du mois d'août, une chemise trop fine, un pantalon tenu par un bout de corde. Il tenait à 2 mains une timbale en fer blanc cabossé, le genre qu'on trouverait jeté derrière un saloon, et il serrait cette timbale contre sa poitrine comme si c'était la dernière chose qu'il possédait. Parce que c'était probablement le cas. Le garçon fixait le seau à cochon. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Derrière le garçon se tenait une fille, plus âgée, peut-être 12 ans. Elle avait le bras autour d'un garçon plus petit, d'environ 7 ans. Le plus petit garçon avait des yeux qui ne bougeaient pas, ne ciliaient pas. Il fixait Cole comme un animal fixe quelque chose qui pourrait être une menace, ou rien du tout. Impossible de savoir pour l'instant, plus sûr de regarder. Et derrière eux trois, une femme se tenait debout. Elle tenait un nourrisson endormi contre sa poitrine, ses 2 bras repliés en dessous comme un berceau. Cole Hargrove avait fait la guerre. Il avait vu des hommes mourir lentement et dans d'atroces souffrances. Dans la boue, dans le froid et dans des endroits sans nom. Il avait vu le chagrin sous toutes ses formes. Mais jamais de sa vie il n'avait vu un épuisement pareil à celui sur le visage de cette femme. Pas l'épuisement physique, même s'il y en avait aussi. L'autre sorte. Celui qui vient quand on se dresse entre ses enfants et le monde depuis si longtemps qu'on a oublié qu'il y a eu un temps où ce n'était pas nécessaire. Elle ne mendiait pas. C'est la première chose qui l'a frappée. Chaque parcelle de son être disait qu'elle préférerait repasser ce portail et retourner sur la route plutôt que de lui demander quoi que ce soit. Son menton était relevé. Ses yeux étaient directs. Sa mâchoire était serrée comme du fer. Mais ses enfants avaient faim, elle était au bout du chemin et elle se tenait derrière un seau à cochon. Et ils le savaient tous les deux. « Madame, dit Cole, nous ne faisions que passer, dit la femme. Sa voix était neutre. Elle s'était entraînée à avoir une voix neutre. Nous ne voulions pas entrer sur votre propriété. Nous allons partir. Vous n'allez nulle part pour l'instant. » Cole regarda le garçon à la timbale. « Mon garçon, comment t'appelles-tu? » Le garçon ne répondit pas. Il serra plus fort la timbale contre sa poitrine. « C'est Tommy, » dit la fille aînée. Elle s'avança, se plaçant entre Cole et son frère. C'était un mouvement si exercé et instinctif que Cole en eut l'estomac retourné. 12 ans et déjà montant la garde. « Je m'appelle Ada. Voici Eli. » Elle désigna le garçon silencieux à ses côtés. « Et ma maman est Nora Ashby. Nous sommes désolés de vous déranger. »« Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé? » demanda Cole. « Nous avons mangé, dit Nora. « Je n'ai pas demandé si vous aviez mangé. J'ai demandé depuis combien de temps. » Silence. La jeune Ada regarda sa mère. Eli, âgé de 7 ans, ne regardait rien. Hier, dit Ada, plus bas. Le jour d'avant, c'était juste de l'eau. Quelque chose changea dans le regard de Nora. Pas de la honte, exactement.
Quelque chose au-delà de la honte, le regard d'une femme qui avait déjà épuisé tous les sentiments qu'elle pouvait se permettre d'avoir sur la situation et qui fonctionnait désormais par pure nécessité. Venez à la maison, dit Cole. Nora ne bougea pas. Monsieur Hargrove. Cole Hargrove. Monsieur Hargrove, nous ne sommes pas des cas de charité, je vois bien. Je suis sérieuse. Nous n'acceptons pas l'aumône. S'il y a du travail que nous pouvons faire en échange d'un repas, nous le ferons. S'il n'y en a pas, nous reprendrons notre route. Cole la regarda un instant, le nourrisson endormi contre sa poitrine, la prise crispée de Tommy sur cette timbale. Eli, qui n'avait toujours pas bougé, toujours pétillé, et qui le regardait toujours de ses yeux plats et prudents. « J'ai un poulailler à nettoyer, dit Cole. Ça prend environ 1 heure. Est-ce que ça couvre un repas? » La mâchoire de Nora se contracta. « Oui. Alors, venez à la maison. » Il se retourna et repartit. Il n'attendit pas de voir si elle suivait. Il savait qu'elle le ferait. Pas parce qu'elle lui faisait confiance, mais parce que Tommy n'avait pas mangé depuis 2 jours. Et aucune mère au monde, pas une seule, ne pouvait faire ne pouvait tourner le dos à ça. Il avait des haricots sur le feu et une poêle de pain de maïs encore tiède du matin. Il ajouta du porc salé provenant du bœuf qu'il avait fumé la semaine dernière. Il coupa du pain et sortit le pot de confiture qu'il gardait sans raison particulière. Il versa du lait pour les enfants. Il mit de l'eau à chauffer. Nora passa la porte, le bébé toujours endormi contre elle. Ada était derrière elle, Eli derrière Ada, et Tommy en dernier, tenant toujours cette timbale. Cole posa un bol de haricots sur la table. Il ne dit rien. Il se retourna vers le poêle. « Asseyez-vous. » Ada le dit doucement à ses frères. Elle tira une chaise pour Eli, guida Tommy à côté d'elle. Elle étendit la main vers le bol. « Doucement, » dit Cole sans se retourner. « S'ils n'ont pas mangé depuis 2 jours, ils doivent en manger lentement, sinon leur estomac ne le supportera pas. » Les mains d'Ada s'immobilisèrent. « Oui, monsieur. » Il entendit le bruit de la cuillère, le son doux d'enfant qui mange, prudent et appliqué. Comme le font les enfants affamés quand on leur a dit de ralentir et qu'ils s'efforcent d'obéir. Il versa une tasse de café et la posa à côté de la place de Nora. Elle était toujours debout. Elle regarda la tasse, puis le regarda lui. « Asseyez-vous, Madame Ashby, » dit-il. « Vous ne serez d'aucune utilité à ces enfants si vous tombez d'épuisement. » Elle s'assit. Il sortit sur le porche et y resta un moment, à ne rien regarder. Il écoutait le son de sa cuisine maintenant remplie de gens. C'était le genre de son qu'il avait oublié qu'il pouvait exister dans cette maison. Le cliquetis des cuillères. Un enfant qui déglutit. Le bébé qui s'agite, faisant ce petit bruit aveugle et chercheur que font les nourrissons avant de se réveiller. Il resta sur le porche jusqu'à ce que le silence revienne. Quand il rentra, les bols étaient vides. Tommy s'était endormi assis, tenant toujours la timbale à 2 mains contre sa poitrine, même dans son sommeil. Ada avait son bras autour de lui pour le maintenir droit. Eli regardait le mur. Nora allaitait le bébé dans le fauteuil d'angle où Cole avait l'habitude de lire, le dos tourné à la pièce. Ses épaules étaient rigides, tendues par la tension particulière d'une femme faisant quelque chose de nécessaire dans la maison d'un étranger. « Il y a une cabane derrière la grange, » dit Cole doucement en s'adressant à Ada. « Il y a un lit de camp, une pile de couverture et une porte qui se verrouille de l'intérieur. Tes frères peuvent y dormir cette nuit. » Ada regarda sa mère. Nora ne se retourna pas. « Une nuit, » dit Nora. Sa voix était très basse. « Nous serons partis au matin. Il faut d'abord nettoyer le poulailler, » dit Cole. Une pause. « Oui, » dit Nora, « c'est vrai. » Cole souleva Tommy de la chaise. Le garçon ne se réveilla pas. Il devint tout mou et lourd, comme le font les enfants profondément endormis. La timbale toujours serrée dans son petit poing. Cole le porta jusqu'à la cabane. Ada et Eli marchaient derrière lui en file indienne, sans un mot. Il déposa Tommy sur le lit de camp, le borda avec la couverture et se redressa. Eli se tenait sur le seuil, observant. « Vous avez besoin de quelque chose, » dit Cole. Frappé à la porte du porche, Eli ne répondit pas. Cole avait remarqué qu'il n'avait pas parlé du tout. Pas un seul mot depuis leur arrivée. « Bonne nuit, » dit Cole. Eli hocha la tête, un petit hochement de tête précis. Puis il se tourna, s'allongea par terre à côté du lit, sur la couverture, tout habillé, et ferma les yeux. Cole retourna à sa maison. Il dormait depuis peut-être 2 heures quand il entendit un bruit sur le porche. Pas des pas.
une respiration. La qualité particulière de quelqu'un qui se tient très immobile devant une porte, se préparant à faire quelque chose. Il se leva. Il ouvrit la porte. Nora Ashby se tenait sur son porche, le bébé dans les bras. Ses yeux étaient secs, son menton relevé, et elle avait le regard d'une femme sur le point de dire quelque chose qui lui coûtait tout. « Je vous ai menti, dit-elle. » Cole s'appuya contre le cadre de la porte et attendit. « Nous n'avons pas mangé hier, dit-elle, ni le jour d'avant. Ça fait 3 jours. J'ai dit à Ada de dire un jour pour que vous ne pensiez pas que nous étions... » Elle s'arrêta. « Je ne pouvais pas vous laisser penser que nous étions... » « Vous protégiez votre dignité, dit Cole. Je protégeais mes enfants. » Elle déplaça le bébé. « Je veux que vous sachiez que je ne suis pas une menteuse par nature. Je veux que vous le sachiez. D'accord. Et je dois savoir... » Elle s'arrêta de nouveau, détournant le regard. « Je dois savoir si l'offre pour la cabane est toujours... Elle l'est toujours. » Elle hocha la tête une fois, de la même manière qu'Eli. Cole reconnut maintenant ce geste familial. Le genre de choses qui se transmet entre des gens qui ont appris à tout dire avec le moins de mouvement possible. « Merci, dit-elle. » Elle se tourna pour partir. « Madame Ashby. » Elle s'arrêta. « De quelle distance venez-vous? » Elle resta silencieuse un moment. « 3 semaines vers l'Est. D'où? Du Kansas? Vous avez de la famille au Kansas? » J'avais un mari au Kansas. Sa voix ne changea pas du tout en le disant. « Il est mort en février. Je suis désolé. Ne le soyez pas. » Elle le dit sans chaleur, sans amertume, comme un simple fait. Ce n'était pas un homme bon. Je suis désolé qu'il soit mort de la même manière que je suis désolé quand il pleut un dimanche. C'est un inconvénient, et pas beaucoup plus. Cole la regarda. Cette femme debout sur son porche à 2 heures du matin, avec un nourrisson endormi et 3 autres enfants dans sa cabane. Et aucune excuse dans ses yeux pour tout ça. « Comment s'appelle le bébé? » demanda-t-il. Une lueur traversa son visage, quelque chose de doux. La première chose douce qu'il voyait en elle. « Iris, dit-elle. Elle est jeune pour être sur la route. Elle l'est. » Nora baissa les yeux vers le bébé. « Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air. »« Ça semble être de famille, » dit Cole. Nora le regarda alors, vraiment, comme si elle essayait de déterminer si c'était un compliment ou un calcul. « Bonne nuit, Monsieur Hargrove, dit-elle. Bonne nuit, Madame Ashby. » Elle retourna à la cabane. Cole resta sur le porche jusqu'à ce qu'il entende le loquet se fermer derrière elle. Puis il rentra et resta longtemps à la fenêtre de la cuisine, à ne rien regarder. Il sentait le poids particulier d'une maison qui avait été vide trop longtemps, et qui, juste pour une nuit, avait été autre chose. Le matin venu, Nora avait déjà nettoyé la moitié du poulailler avant que Cole n'ait fini son café. Il sortit et la trouva à l'intérieur avec un râteau qu'elle avait trouvé sur le mur de la grange. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, sa robe déjà poussiéreuse. Elle bougeait avec le rythme régulier et déterminé d'une femme qui avait travaillé dur toute sa vie et ne voyait aucune raison de s'arrêter. Ada était à l'extérieur du poulailler, rassemblant la vieille paille en un tas. Tommy était assis sur la clôture, les regardant avec cet air sérieux et vide qu'ont les enfants qui ont vu trop de mauvaises choses et pas assez de bonnes. Eli n'était pas sur la clôture. Il n'était pas dans la cour. Cole le trouva debout au bord de l'enclos, à regarder les chevaux. Il ne cherchait pas à les atteindre, ne leur parlait pas. Il regardait simplement, les bras le long du corps, le visage vide. Ses yeux captaient chaque mouvement des chevaux avec une attention presque troublante pour un garçon de 7 ans. « Tu aimes les chevaux? » demanda Cole. Eli ne se retourna pas. Cole n'était pas sûr que le garçon l'ait entendu. Puis, très légèrement, la tête d'Eli bougea. Pas tout à fait un hochement de tête, mais presque. « Tu peux regarder, » dit Cole. « Ils ne mordent pas si tu es calme. » Eli se tourna alors, juste son visage, et regarda Cole. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Cole avait déjà vu. Chez des hommes revenus de la guerre, changés d'une manière qui ne se voyait pas de l'extérieur. Une sorte de vigilance qui ne s'éteignait jamais complètement. Une préparation constante, à bas bruit, pour la prochaine mauvaise chose. Il avait 7 ans. Cole retourna au poulailler. Il ne dit rien à Nora. Il prit le 2e râteau et commença à l'autre bout, travaillant dans sa direction. Elle lui jeta un coup d'œil. « J'ai dit que je le ferais. »« À 2, on va plus vite, » dit Cole. Elle ne discuta pas. Ils travaillèrent en silence pendant un moment. Pas un silence gênant. Le genre de silence qui existe entre des gens qui comprennent tous les deux que tout n'a pas besoin d'être dit. « Il ne parle pas, » dit finalement Nora. Elle ne précisa pas de qui elle parlait. « J'ai remarqué. Avant, si, il était... »
Elle ratissa. C'était un bavard, constant. On ne pouvait pas en placer une. Il avait une histoire pour tout. Elle fit une pause. Il l'a arrêté l'année dernière, après que son père l'a jeté à travers une porte. Cole arrêta de ratisser. La porte était fermée, dit Nora. Sa voix était toujours neutre, toujours plate. La voix d'une femme qui n'avait plus le genre de larmes qui accompagne certaines histoires. Il avait presque 7 ans, à 8 mois près, et il a volé à travers une porte fermée pour heurter le mur de l'autre côté. Elle leva les yeux. Le docteur a dit qu'il n'y avait pas de dommages physiques permanents. Elle se remit à ratisser. Cole ratissa. Ses mains étaient crispées sur le manche, mais il ratissa. Je suis parti 2 semaines après ça, dit Nora. Je n'avais nulle part où aller, pas d'argent et 4 enfants. Et je suis parti quand même, parce que l'alternative était de rester, et je n'allais pas faire ça. Non, dit Cole. Vous n'alliez pas le faire. Elle le regarda de côté, comme si elle ne savait pas quoi faire d'un homme qui disait ça, qui était simplement d'accord, sans lui dire qu'elle aurait dû partir plus tôt, ou qu'elle aurait dû rester et essayer plus fort, ou qu'elle aurait dû faire toutes ces choses que les gens qui n'ont jamais été dans une telle situation pensent toujours mieux savoir. Ça fait 3 semaines que nous sommes sur la route, dit-elle. J'avais 12 $ quand nous sommes partis. Il me reste 40 centimes. Vous avez trouvé du travail en chemin? Un peu, quand les gens voulaient bien en donner. Elle s'arrêta. La plupart des villes voient une femme seule avec 4 enfants et elles voient un problème. Elles voient quelque chose dont elles pourraient devenir responsables si elles ne font pas attention. Alors elles font attention. Elle arracha une touffe de vieille paille. Votre ville sera pareille. Peut-être, dit Cole. Elle le sera. Elle le dit sans colère. C'est toujours comme ça. Cal la regarda. Vous comptez rester à Grover's Crossing? Non, elle ratissa. Nous allons vers l'ouest. L'ouest est un grand territoire, madame. Je sais, c'est pour ça que j'y vais. Il faillit dire autre chose. Il se retint. Il finit son côté du poulailler, se dirigea vers la porte et respira l'air frais un instant. Derrière lui, Nora dit, « Ada peut aider pour tout ce qu'il reste à faire aujourd'hui. Elle est douée de ses mains et elle ne se plaint pas. » Elle a 12 ans, dit Cole. Elle ne devrait pas avoir à être douée et à ne pas se plaindre. C'est le travail d'une femme adulte. Une pause. Elle le fait quand même, dit Nora doucement. Elle le fait depuis des années. Cole regarda Ada dehors, qui empilait la paille sale avec une efficacité méthodique et adulte. Elle parlait doucement à Tommy tout en travaillant, le gardant près d'elle, comme elle les gardait tous près d'elle, avec ce bras toujours disponible. La posture d'une fille qui avait appris qu'elle était la 2e ligne de défense et qu'elle devait être prête. « Comment est-elle? » demanda Cole. Ada, qu'est-ce qu'elle aime faire quand elle ne travaille pas? Il pensa qu'elle pourrait ne pas répondre. Elle aimait lire avant, dit finalement Nora. Nous avions 3 livres. J'ai dû les laisser quand nous avons quitté le Kansas. Elle a plus pleuré pour les livres que pour la maison. Une autre pause. Elle fait semblant d'aller bien. Elle fait semblant d'aller bien depuis qu'elle a 9 ans. Cole hocha la tête. Il sortit du poulailler, traversa la cour jusqu'à la maison. Il revint 5 minutes plus tard avec un livre. Une vieille couverture en tissu, le dos craquelé par l'usure. Il le tendit à Ada. Ada le regarda, puis avant. Et puis half-wis. Le regarda lui. Son visage devint très prudent, comme le visage des enfants qui désirent ardemment quelque chose et qui ont appris que désirer ardemment est dangereux. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-elle. « Un livre, dit Cole. C'était à ma femme, elle voudrait qu'il soit lu. Je ne peux pas prendre le livre de votre femme, tu peux l'emprunter. » Il y a une différence. Ada regarda sa mère. Nora était sur le seuil du poulailler, observant. Son visage exprima quelque chose que Cole ne put nommer. « Merci, dit Ada. » Elle prit le livre à 2 mains et le serra comme Tommy serrait sa timbale, comme quelque chose de précieux, comme quelque chose dont elle avait peur que ça disparaisse. Cole retourna à son travail. Le soir venu, ils n'étaient pas partis. Personne n'avait dit qu'il restait. Personne n'avait dit qu'il partait. La journée s'était simplement poursuivie, une tâche après l'autre. Les enfants avaient dîné à sa table, et Nora avait fait la vaisselle sans qu'on le lui demande. Et quand la lumière commença à baisser, elle avait mis les enfants au lit dans la cabane, était revenue et se tenait sur son porche. « Nous devrions vous payer, dit-elle, pour la nourriture. Vous avez nettoyé le poulailler. Ce n'était pas assez pour 2 repas et un abri pour la nuit pour 4 enfants. Madame Ashby, Nora,
Il la regarda. Si nous devons nous disputer pour de l'argent, dit-elle, autant m'appeler Nora. D'accord, dit Cole. Nora, je ne veux pas de vos 40 centimes. Alors que voulez-vous? Il y réfléchit. Pas à la question exactement. Il pensa à la cabane où dormaient 4 enfants. Il pensa à Eli, debout près de l'enclos, les bras le long du corps, son silence l'enveloppant comme une armure. Il pensa à la timbale de Tommy et au visage d'Ada quand elle avait pris le livre, et au son particulier d'une cuisine qui n'avait pas été vide pendant une journée entière. « J'ai une clôture à réparer dans le pâturage nord, dit-il. 3 semaines de travail, peut-être 4. J'aurais besoin de quelqu'un qui s'y connaît au jardin. Ma femme s'en occupait. Je n'y ai pas touché depuis sa mort, et ça se voit. Nora était très immobile. « Je paierai un salaire juste, dit Cole. Pour vous et pour Ada, si elle est d'accord. Il y a une cabane avec des murs, un toit, et cette porte qui se verrouille de l'intérieur. » Il la regarda. « Ce n'est pas la charité, madame, c'est du travail. » Elle l'étudia longuement. Ses yeux étaient comme ceux de quelqu'un qui lit un document, cherchant le piège, les petites lignes. La chose qui semble raisonnable, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. « Pourquoi? » demanda-t-elle. « Pourquoi quoi? Pourquoi faites-vous ça? » Cole resta silencieux. Il regarda au-delà de la cour, au-delà de la clôture, vers la lisière sombre de la terre où tout devenait invisible. Il était seul sur cette propriété depuis 14 mois. Il avait parlé au bétail, au mur, et une fois, de manière embarrassante, à un geôlier bleu qui s'était posé sur le rebord de la fenêtre. L'oiseau l'avait regardé d'un œil rond, comme s'il le jugeait et le trouvait insuffisant. « Ma femme est morte, dit-il, il y a 14 mois, de la fièvre. Il n'y a pas eu beaucoup de signes avant-coureurs. » Il s'arrêta, reprit. « Après sa mort, j'ai fermé toutes les portes de cette maison. Je ne suis pas allé en ville pendant 6 semaines. Je n'en voyais pas la raison. » Il regarda l'obscurité. « Et puis votre garçon était là, près de mon seau à cochon, à parler à la terre. Et pour la première fois en 14 mois, j'ai senti qu'il y avait quelque chose sur cette propriété qui valait la peine de se lever le matin. » Nora ne dit rien. « Voilà pourquoi, dit Cole. Le silence entre eux était de ceux qui ont du poids. Le genre de silence qu'aucun d'eux ne cherchait à rompre, car le fer aurait brisé quelque chose qu'il était encore nécessaire de préserver. « 1 mois, dit finalement Nora. Nous resterons 1 mois. Nous travaillerons pour payer notre séjour. Les enfants ne vous causeront pas de problème. Ils ne m'en ont pas encore causé, dit Cole. Les plus grandes n'en causeront pas. Elle fit une pause. Iris pleure à 3 heures du matin parfois. Tous les matins, en fait. Je me réveille à 3 heures du matin de toute façon, dit Cole. Autant d'avoir une raison. Quelque chose traversa le visage de Nora. Pas un sourire, mais quelque chose qui y ressemblait. Quelque chose qui avait brièvement oublié que ce n'était pas permis. 1 mois, dit-elle. 1 mois, acquiesça Cole. Elle retourna à la cabane. Cole s'assit sur le porche dans le noir, son café refroidissant. Il écouta les nuits du Wyoming s'installer autour de lui. Et il sentit la sensation lente, inconnue et légèrement terrifiante d'un homme qui est resté immobile si longtemps que le premier pas en avant ressemble à une chute. Il ne dormit pas. Il resta assis sur le porche jusqu'à l'aube, son fusil sur les genoux. Pas parce qu'il s'attendait à un danger, pas encore, mais parce que quelque part de l'autre côté de la cour, dans une cabane inutilisée depuis plus d'1 an, 5 personnes dormaient. Et ça faisait si longtemps qu'il n'avait été responsable de personne d'autre que son bétail qu'il avait oublié ce que ça faisait. Ça ressemblait à avoir quelque chose à perdre. Il avait aussi oublié ce sentiment. Quand la première lueur grise apparut, il entendit la porte de la cabane. Il entendit de petits pieds nus sur la terre sèche. Il leva les yeux. Tommy traversait la cour, toujours en chemise de nuit, tenant toujours sa timbale. Il s'approcha des marches du porche, s'arrêta et regarda Cole de ses grands yeux sérieux. Les yeux d'un enfant qui a appris à ne pas vouloir les choses à voix haute. « Tu as faim? » demanda Cole. Tommy regarda la timbale. « Viens alors, dit Cole. » Il se leva, ouvrit la porte, entra dans la cuisine. Il l'entendit de petits pieds sur les marches du porche, sur le plancher, s'arrêtant juste à l'entrée. Cole mit de l'eau à chauffer pour l'avoine. Il coupa du pain. Il posa la poêle sur le feu. Derrière lui, très doucement, Tommy grimpa sur une chaise à la table de la cuisine. Il posa sa timbale sur le bois devant lui, joignit ses mains autour et attendit. Cole le regarda par-dessus son épaule. Ce garçon qui était arrivé la veille avec rien d'autre qu'une timbale cabossée et une mère qui ne voulait pas mendier.
Ce garçon qui était assis à sa table de cuisine à la première lueur du jour, attendant sans demander. Parce que demander était quelque chose qu'il avait appris qui pouvait mal tourner. Cole se retourna vers le poêle. Il cassa 4 œufs dans la poêle. Il ne savait pas à ce moment-là qu'avant la fin du mois, la ville de Grover's Crossing déciderait que Nora Ashby était un problème. Il ne savait pas qu'un homme nommé Bart Langley regarderait cette cabane avec sa porte verrouillée et ses 5 personnes endormies, et n'y verrait pas une femme avec des enfants, mais un levier à utiliser. Il ne savait pas que les semaines à venir mettraient à l'épreuve tout ce qu'il pensait savoir sur ce qu'un homme doit à un étranger et ce qu'un étranger peut devenir. Il ne savait que ceci. Il y avait un garçon à sa table de cuisine, tenant une timbale comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il possédait. Et les œufs étaient prêts, le pain était coupé, et le matin était là. Mange lentement, dit Cole, imposant l'assiette devant Tommy. Tu m'entends? Prenne ton temps, il y en a d'autres. Tommy regarda l'assiette. Il regarda Cole. Ses mains lâchèrent de la timbale. Il prit la fourchette. Il mangea lentement. Et Cole Hargrove se tenait près de sa propre cuisinière et se sentit, pour la première fois en 14 mois, comme un homme qui était exactement là où il était censé être. La première semaine passa comme passent les premières semaines, quand personne n'est prêt à admettre qu'il a cessé de compter les jours. Nora n'arrêtait pas de travailler. Ce fut la première chose que Cole remarqua, puis la deuxième, puis ce ne fut plus quelque chose qu'il remarquait. C'était simplement devenu la texture de chaque matin. Elle était levée avant lui. Pas un peu, mais beaucoup. Au moment où ses bottes touchaient le plancher du porche, l'eau était déjà chaude, le pain déjà coupé, et Nora Ashby était quelque part sur sa propriété, en train de faire quelque chose qui devait être fait. Le bébé attaché contre sa poitrine dans un morceau de tissu qu'elle avait cousu elle-même, à partir d'un vieux rideau qu'elle avait trouvé plié sur une étagère dans la cabane. Elle nettoya le jardin le deuxième jour. Pas juste rangé, mais défriché. Elle le ramena à la terre nue et recommença, ses mains se déplaçant dans le sol avec la connaissance rapide et certaine d'une femme qui avait déjà cultivé et savait ce qu'elle faisait. Cole passa en milieu de matinée, s'arrêta à la clôture du jardin et la regarda travailler un moment. « Vous savez ce que vous faites, dit-il. Ma mère avait un jardin, dit Nora sans lever les yeux. Un demi-acre en Pennsylvanie. Il nous a nourris pendant 3 hivers difficiles. Qu'est-ce que vous allez planter? Des haricots, des courges, du maïs tardif si le sol est bon, des carottes. » Elle s'assit sur ses talons, regarda la terre. « Vous avez une bonne terre, elle a juste été ignorée. »« Oui, madame, dit Cole. Elle l'a été. » Elle lui jeta un coup d'œil rapide, de côté. Je ne parlais pas seulement du jardin. Il ne répondit pas à cela. Il retourna à ses clôtures. Ada s'était occupée des poules avec un sérieux qui aurait été drôle s'il n'avait pas été si clairement authentique. Elle leur donna un nom à toutes, ce que Cole lui dit être une erreur. Elle lui répondit que ce n'était pas une erreur, c'était une nécessité, car comment savoir laquelle pondait mal si on ne pouvait pas les distinguer? Il n'avait pas de bonne réponse à cela, alors il la laissa continuer à leur donner des noms. Tommy suivait Cole, pas de près, pas de manière évidente. Avec la distance prudente de 3 pas d'un garçon qui a appris qu'être près de quelqu'un ne signifie pas être en sécurité avec lui, mais qu'être près de quelqu'un est toujours mieux que d'être seul. Cole ne fit aucun commentaire. Il ne ralentit pas pour lui. Il continuait simplement son travail et laissait le garçon suivre à la distance qui lui semblait juste. Et au 3e jour, Tommy avait réduit l'écart à 2 pas. Et au 5e jour, il marchait à côté du coude gauche de Cole. Sa timbale rangée dans la poche de la chemise que Nora lui avait raccommodée. Ses yeux suivant tout ce que les mains de Cole faisaient, avec l'attention concentrée d'un enfant emmagasinant des connaissances pour plus tard. C'était Eli qui empêchait Cole de dormir. Non pas parce que le garçon causait des problèmes. Il ne causait rien. C'était l'enfant le plus parfaitement silencieux que Cole ait jamais rencontré. Une immobilité en lui qui n'appartenait pas à l'enfance, mais à quelque chose de plus vieux, de plus sombre et de plus dur. Il mangeait ce qu'on lui mettait devant lui. Il faisait ce qu'on lui disait. Il dormait. Il se réveillait. Il se tenait à la clôture de l'enclos chaque après-midi et regardait les chevaux, comme un homme regarde un feu, comme si quelque chose en eux lui parlait dans une langue que personne d'autre ne pouvait entendre. Le 6e jour, Cole se dirigea vers l'enclos après le dîner, une corde enroulée sur son épaule, et s'arrêta à côté d'Eli sur la clôture. « Tu veux apprendre quelque chose? » demanda Cole.
Eli se tourna et le regarda. « Je prends ça pour un oui, dit Cole. Il enjamba la clôture pour entrer dans l'enclos et tendit la corde. Eli la regarda. Quelque chose bougea derrière ses yeux, compliqué et prudent, l'arithmétique d'un enfant calculant le risque. Il descendit de la clôture. Il prit la corde. Cole passa 1 heure à lui montrer la boucle de base. Par-dessus, par-dessous, à travers. Teste le nœud. Réessaye. Les 3 premiers lanceurs d'Eli partirent de travers et s'emmêlèrent dans la poussière, et Cole dit « Bien, réessaye ». Chaque fois sans inflexion, sans impatience, sans le soupir ou le changement de poids que le corps d'Eli attendait clairement. Au 8e lancer, la mâchoire d'Eli s'était détendue. Au 12e, il se penchait dans le mouvement. Au 15e, la boucle atterrit proprement à 1,20 m du poteau, mais proprement. « Bien, dit Cole. C'est très bien. Ramasse-la. » Eli la ramassa. Il la lança de nouveau. Nora regardait depuis la porte de la cabane. Elle était sortie pour les appeler à manger, puis s'était arrêtée en les voyant. Et elle resta là, la main sur le cadre de la porte, les yeux sur son fils. Et quelque chose sur son visage faisait quelque chose qu'elle essayait clairement de ne pas laisser paraître. Ada apparut derrière elle. « Maman, le dîner va refroidir. »« Je sais, dit Nora. » Elle ne bougea pas. « Maman, est-ce que tu... »« Je vais bien. » La voix de Nora était stable. « Va mettre les assiettes. » Ada regarda au-delà d'elle, vers Eli dans l'enclos, vers Cole debout derrière lui, ajustant sa prise sur la corde. Elle resta silencieuse un moment. « Il l'a lancé, dit Ada. Eli a lancé la corde. »« Oui, il n'a pas... » Ada s'arrêta. Il lançait des choses tout le temps, avant. Elle s'arrêta de nouveau. Papa n'aimait pas quand il lançait des choses. Nora ne dit rien. « Monsieur Hargrove l'a laissé la lancer, dit Ada plus doucement. Il ne lui a pas dit d'arrêter. » Nora passa son bras autour de sa fille sans se retourner. Elles restèrent là ensemble, à regarder le garçon dans l'enclos lancer la corde encore et encore dans l'air du soir. Et aucune d'elles ne parla. Les ennuis commencèrent un mardi. Cole s'y attendait. Il connaissait cette ville. Il savait comment elle fonctionnait. Grover's Crossing n'était pas un endroit cruel par nature, mais c'était un petit endroit. Et les petits endroits ont l'habitude particulière de protéger leur petitesse en décidant rapidement et collectivement qui y a sa place et qui n'y en a pas. Il chargeait du fourrage au magasin de Decker quand Hugh Craddock entra. Hugh Craddock possédait la plus grande exploitation de bétail du comté. Il possédait aussi de la manière dont les hommes puissants dans les petites villes possèdent les choses sans qu'aucun acte ne soit signé, l'opinion de la plupart des gens. Ce n'était pas un homme bruyant. Il n'en avait pas besoin. Il avait le genre d'autorité tranquille qui vient du fait de savoir exactement combien il pouvait prendre à un homme avant que cet homme n'ait plus rien pour se battre. « Hargrove, dit Craddock. » Il s'appuya contre le comptoir, les pouces dans sa ceinture et son chapeau repoussé en arrière. Et ce regard sur son visage, le regard d'un homme qui considère que chaque conversation qu'il entame tourne déjà en sa faveur. « J'ai entendu dire que tu avais de la compagnie chez toi. »« J'ai une employée, dit Cole. Il ne leva pas les yeux du sac de fourrage. « Une employée femme, c'est ça. Veuve. 4 enfants. » Craddock le dit comme quelqu'un qui lit une liste d'accusations. Personne ne la connaît. Personne ne sait d'où elle vient. Elle est juste apparue sur ta propriété un jour. Elle vient du Kansas. Cole souleva le sac de fourrage. Elle s'occupe de mon jardin et de mon poulailler, et elle le fait mieux que ça n'a été fait en 2 ans. Ethan. Lou Decker, derrière le comptoir, s'éclaircit doucement la gorge. Ses yeux disaient ce que sa bouche n'allait pas dire. « Fais attention. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à ça, dit Craddock. Il sourit. Je dis juste que les gens parlent. Un homme seul dans un ranch, une femme seule avec des enfants. Les gens se font des idées. Qu'ils s'en fassent, dit Cole. Facile à dire. Craddock tendit la main et prit un bocal sur le comptoir, le tournant dans ses mains. Tu sais que Margaret Voss est déjà allée voir le pasteur Dull à ce sujet. Elle dit que c'est inconvenant, qu'une femme décente ne se mettrait pas dans cette position. Une femme décente, dit Cole en posant le sac de fourrage et en regardant Craddock directement pour la première fois, ne se mettrait pas dans cette position par choix. Elle était au bout du chemin et sans argent, et ses enfants n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Je lui ai donné du travail. C'est tout. Bien sûr que c'est tout, dit Craddock. Son sourire ne changea pas. Mais l'histoire qui circule en ville est un peu plus colorée que ça. Cole le regarda. « Je te dis juste ce que j'entends, dit Craddock, en tant que voisin.
Alors en tant que voisin, dit Cole, je te suggère de trouver quelque chose qui vaille la peine d'être entendu. Il prit le fourrage et sortit. Au coucher du soleil, il savait que Decker l'avait dit à 3 personnes, qu'il l'avait chacune dit à 3 autres. Et au moment où les lampes s'allumèrent dans le saloon, l'histoire qui circulait à Grover's Crossing avait évolué. De femmes travaillant dans un ranch à quelque chose qui aurait été méconnaissable pour quiconque aurait mis les pieds sur la propriété de Cole Hargrove la semaine passée et aurait vu Nora Ashby à genoux dans le jardin à 6 heures du matin, son bébé attaché à sa poitrine et ses mains dans la terre. Nora l'apprit le lendemain matin. Pas par Cole, par Ada. Ada était allée au bord de la ville pour remplir les barils d'eau au puits public, comme elle le faisait chaque mercredi. Et elle était revenue avec les barils, et avec un air sur son visage qui s'efforçait d'être neutre, sans tout à fait y parvenir. Nora le vit immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ada. Des femmes au puits, dit Ada, qu'elle posa le baril d'eau et se redressa. Madame Voss et 2 autres que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Ada regarda ses mains. Des choses. Quelles choses? Que vous... Ada s'arrêta. Sa mâchoire se contracta. Que vous et M. Hargrove n'êtes pas ce que vous dites. Que l'arrangement n'est pas ce qu'il a dit aux gens. Que vous êtes venu ici exprès parce que c'est un homme seul et que vous avez vu une opportunité. Elle leva les yeux. Ses yeux brillaient d'une colère spécifique. La colère d'une enfant qui vient de comprendre que le monde est prêt à dire des choses laides sur sa mère. Elles ont dit que vous n'êtes pas une femme décente. La cuisine était très silencieuse. Tommy était à table. Ellie était sur le seuil. Iris dormait dans son panier. Chacun d'eux regardait Nora. Nora regarda sa fille pendant un long moment, puis elle dit « Tu as répondu quelque chose, je voulais. » « Mais tu ne l'as pas fait. »« Non, maman, bien. » Nora se retourna vers le poêle. « Tu as rempli les barils. »« Oui, maman. Alors nous avons de l'eau pour la semaine. » Elle remua la marmite. « Va voir les poules. » Ada resta là un moment. « Maman, tu ne veux pas? »« Va voir les poules, Ada. » Ada partit. Eli la suivit à distance. Tommy resta à table, regardant le dos de sa mère. « Maman, dit Tommy. » Nora se retourna. C'était la première fois qu'il disait ce mot dans la cuisine de Cole, et il résonna différemment que partout ailleurs. Plus doux et plus sérieux, comme s'il avait choisi le moment avec soin. « Tout va bien, mon chéri, dit Nora. Ils ont été méchantes avec toi. »« Je sais. »« Pourquoi? » Nora vint à la table, s'assit en face de lui et regarda son fils. 5 ans, des yeux trop vieux pour son visage, posant une question qui n'avait pas de bonne réponse. Certaines personnes, dit Nora lentement, ont peur de ce qu'elles ne comprennent pas. Et une femme qui continue d'avancer, qui ne s'arrête pas et ne se brise pas, est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tommy y réfléchit. Est-ce qu'ils ont peur de nous? Peut-être. C'est stupide, dit Tommy. On n'a rien. On a beaucoup de choses, dit Nora. Elle tendit la main sur la table et posa la sienne sur la sienne. On sort les uns les autres, et en ce moment on a un toit. N'oublie pas le toit. Tommy leva les yeux vers le plafond de la cuisine de Cole Hargrove. C'est un bon toit, dit-il sérieusement. C'est vrai, acquiesça Nora. Maintenant, mange ton petit déjeuner. Cole apprit ce qui s'était passé au puits par Eli. Il était dans la grange quand Eli apparut sur le seuil, la corde enroulée à sa ceinture comme Cole portait la sienne. Un détail que Cole avait remarqué il y a 2 jours et n'avait pas mentionné. Le garçon se tenait là, de sa manière prudente et silencieuse, puis, avec la délibération particulière d'un enfant qui dit quelque chose d'important et le sait, il pointa du doigt de la ville. Cole le regarda. Il s'est passé quelque chose en ville. Eli hocha la tête. Avec ta mère? Un autre hochement de tête. Avec Ada? Le garçon leva un doigt. Pas Ada. Il se désigna lui-même. Tu y étais? Il secoua la tête. Il désigna Ada. Puis il fit un geste, les mains ouvertes, que Cole interpréta, sans être tout à fait sûr pourquoi, comme des gens qui parlent. Les gens parlaient, dit Cole. De votre famille? Eli le regarda fixement. De ta mère, dit Cole. Eli soutint son regard. Son visage ne changea pas. Mais quelque chose derrière se modifia, quelque chose de comprimé et de brûlant, qu'un garçon de 7 ans avait déjà appris à garder là où personne ne pouvait l'atteindre. Cole posa le harnais qu'il réparait. Il passa devant Eli, sortit de la grange,
traversa la cour et entra dans la cuisine. Nora était à l'évier. Elle l'entendit entrer et ne se retourna pas. « J'ai entendu, » dit Cole. « Ada te l'a dit? » « Eli me l'a dit. » Une pause. Elle se retourna alors. Son visage était composé de cette manière qu'il prenait quand elle s'efforçait de le maintenir ainsi. Ça n'a pas d'importance. Ça en a. « Cole? » Elle s'arrêta. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Elle le remarqua au même instant que lui. Aucun d'eux ne le mentionna. Des femmes comme Margaret Voss ont dit des choses sur des femmes comme moi toute ma vie. J'ai arrêté de laisser ça m'atteindre il y a longtemps. Ça a atteint tes enfants. Ça a fait mouche. Il le vit, le léger tressaillement qu'elle ne put tout à fait réprimer. « Je sais, dit-elle. Je vais en ville, dit Cole. Ne fais pas ça, Nora. Ra, ne fais pas ça. » Elle s'approcha de lui. Pas suppliante, pas effrayée pour elle-même. « Si tu vas dans cette ville te battre en mon nom, ça donne l'impression que tout ce qu'ils disent sur moi est vrai. Ça donne l'impression qu'il y a quelque chose entre nous qui nécessite d'être défendu. » Elle le regarda fixement. « Il n'y en a pas. Pas du genre qu'ils imaginent. Alors que tu y ailles en colère ne m'aide pas. Ça aide Craddock. » Cole la regarda. Elle y avait raison et ils le savaient tous les deux, et ils détestaient ça. « Alors qu'est-ce qu'on fait? » demanda-t-il. « On travaille, dit-elle. On se lève demain et on fait le travail, et on ne se cache pas et on ne s'excuse pas. C'est tout. » Cole resta silencieux un moment. « Margaret Voss a l'oreille de toutes les femmes de cette ville. Je sais. Craddock a l'oreille de tous les hommes. Je le sais aussi. Et s'ils décident ensemble que tu dois partir, alors on s'en occupera quand ça arrivera, » dit Nora. « Pour l'instant, il y a du pain à faire et un poteau de clôture à redresser du côté est, le troisième en partant du ruisseau. Je l'ai remarqué penché ce matin. » Cole la fixa. « Vous avez remarqué un poteau de clôture penché. Je remarque tout, » dit Nora. « C'est comme ça qu'on a survécu. » Il partit sans un mot de plus. Il alla à la clôture est, trouva le poteau dont elle parlait, le redressa. Il travailla jusqu'à ce que la lumière baisse, et quand il revint sur le porche, Nora était assise sur la marche supérieure avec Iris sur ses genoux. Tommy dormait contre elle et Ada lisait le livre de la femme de Cole à la dernière lueur du jour. Et Eli était sur la marche en dessous, la corde sur ses genoux, pratiquant le mouvement de la boucle avec son poignet. Comme Cole le lui avait montré, lent et délibéré, encore et encore. Cole s'assit sur la rampe du porche et les regarda. Cette collection de personnes sur son porche à la dernière lueur. « Je vais en ville demain, dit-il. Pas pour me battre, pas pour discuter. Je vais juste marcher dans la rue principale, prendre mon courrier et faire mes affaires en plein jour, où tout le monde peut voir. Et si vous vouliez venir, vous et Ada et les enfants, si vous vouliez marcher à côté de moi, ce serait votre choix. » Nora le regarda. « Parce qu'il y a une différence, dit Cole, entre aller en ville en votre nom et aller en ville à vos côtés. L'un donne l'impression que vous avez besoin d'être secouru. L'autre dit simplement que vous êtes là, que vous faites partie de cet endroit, que vous avez autant le droit de marcher dans cette rue que Margaret Voss ou Hugh Craddock ou n'importe qui d'autre. » Nora resta silencieuse un long moment. Le soir s'installa autour d'eux. Le poignet d'Eli continuait de bouger, la corde traçant de petites boucles dans l'air. « À quelle heure? » dit Nora. « Après le petit déjeuner, dit Cole. Je demanderai à Ada de repasser sa robe. » D'accord. Il rentra. Il se tint à la fenêtre de la cuisine dans le noir, comme il le faisait après la mort de Catherine, mais c'était différent maintenant. Pas vide, plein de quelque chose qu'il n'avait pas encore décidé comment nommer et n'était pas sûr d'en avoir besoin. Dehors sur le porche, il pouvait entendre Iris faire de petits bruits. Il pouvait entendre la corde d'Eli siffler dans l'air. Il pouvait entendre Ada tourner une page. Il mit la bouilloire sur le feu. Demain, ils marcheraient en ville ensemble, en plein jour, et la ville verrait ce qu'elle voulait voir. C'était bien. C'était le problème de la ville. Cole Hargrove avait cessé de vivre sa vie selon ce que Grover's Crossing voulait voir il y a 14 mois. Quand il s'était tenu devant une tombe et avait compris que la seule opinion qui lui avait jamais importé était maintenant silencieuse et le resterait. Et tout ce qui avait suivi n'était qu'un homme décidant quel genre d'homme il allait être. Il avait pris sa décision la nuit où un garçon de 5 ans se tenait dans le noir à parler à un sot à cochon. Il n'allait pas la défaire. Ils entrèrent dans Grover's Crossing le lendemain matin,
comme Cole l'avait dit. Après le petit déjeuner, en plein jour, ensemble, Nora avait repassé la robe d'Ada et lui avait tressé les cheveux 2 fois, la deuxième fois plus serrée que la première parce que la première n'était pas bonne. Et Ada était restée immobile pour les deux sans se plaindre. Tommy portait sa chemise raccommodée, boutonnée jusqu'au col, et sa timbale était dans sa poche, là où elle était toujours. Sa main posée dessus comme certains hommes posent leurs mains sur une chaîne de montre. Eli avait glissé sa corde à sa ceinture. Iris était attachée contre la poitrine de Nora dans le porte-bébé en tissu, éveillé pour une fois. Ses yeux sombres observant le monde avec l'indifférence sereine d'un nourrisson qui n'a pas encore appris à en avoir peur. Cole conduisait le chariot. Nora était assise sur le banc à côté de lui. Les enfants étaient à l'arrière et personne ne parlait beaucoup, ce qui était bien, parce que le silence entre Cole et Nora était devenu de ceux qui n'ont pas besoin d'être comblés. La ville les vit arriver. Cole le savait. Grover's Crossing avait une seule rue principale et aucun secret. Et la nouvelle que Cole Hargrove amenait la veuve Ashby et ses enfants en ville en plein jour un mercredi matin serait arrivée avant eux, même s'ils avaient roulé 2 fois plus vite. Il attacha le chariot devant le bureau de poste. Il aida Nora à descendre. Il n'en fit pas tout un spectacle. Il lui offrit sa main, elle la prit et descendit, et c'est tout. Mais les 3 personnes sur le trottoir d'en face le virent, et Cole savait qu'elle le voyait, et il s'en fichait complètement. « Je dois prendre le courrier et des clous, » dit Cole. « Ada, tu veux venir au magasin général? » Les yeux d'Ada s'écarquillèrent. Elle regarda sa mère. « Vas-y, » dit Nora. Ada descendit du chariot et se mit à marcher à côté de Cole, avec l'excitation prudente et contenue d'une fille qui comprenait que c'était un acte délibéré et le traitait en conséquence. Eli resta à l'arrière du chariot avec Tommy. Nora marchait à la gauche de Cole, Iris contre sa poitrine, son menton à l'angle exact où il était toujours, c'est-à-dire légèrement plus haut que nécessaire et absolument sans excuse. Le magasin général était tenu par un homme nommé Walt Pruitt. Il était assez décent par nature et assez faible par habitude, ce qui signifiait qu'il était le genre d'homme qui faisait la bonne chose quand c'était facile et la mauvaise quand quelqu'un de plus puissant que lui le suggérait. Il était derrière le comptoir quand ils entrèrent et son visage fit quelque chose de compliqué quand il les vit. Une série de petits ajustements qui se terminèrent par une neutralité prudente. « Bonjour, Walt, » dit Cole. « Bonjour, Hargrove. » Les yeux de Walt se posèrent sur Nora. « Madame. »« Bonjour, » dit Nora. « Il me faut 4 livres de clous de 10 pennies et tout mon courrier. » Cole posa sa liste sur le comptoir. Il se tourna vers Ada, qui s'était arrêtée juste à l'entrée, et regardait l'étagère de livres que Walt gardait sur le mur du fond. 3 d'entre eux, abîmés et décolorés par le soleil, le genre d'inventaire qui suggérait que l'alphabétisation n'était pas le plus gros vendeur de Walt Pruitt. « Tu vois quelque chose qui te plaît? » demanda Cole. Ada le regarda. « Je regarde juste, » dit-elle rapidement. « Je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas demandé si tu avais besoin de quelque chose. J'ai demandé si tu voyais quelque chose qui te plaisait. » Ada hésita. Elle regarda les livres. Elle regarda ses bottes. « Celui du bout, » dit-elle très doucement. « C'est de Louisa May Alcott. Je l'ai déjà lu, mais je... » Elle s'arrêta. Ça n'a pas d'importance. Cole le prit et le posa sur le comptoir avec les clous. « Cole, » dit Nora. Sa voix contenait un avertissement. « Elle lit trop vite dans les yeux de sa mère, » dit Cole à Walt. « Ajoutez-le à la note. » Ada regarda le livre sur le comptoir, puis Cole. Son visage faisait ce que font les visages d'enfants quand ils veulent quelque chose si fort qu'ils ont déjà commencé à en faire le deuil. Le perdre. Et puis la perte ne vient pas, et ils ne savent pas trop quoi faire de ça. « Merci, » dit-elle doucement, le pensant complètement. La porte s'ouvrit derrière eux. Margaret Voss n'était pas une grande femme, mais elle avait la qualité particulière de remplir une pièce de sa désapprobation, comme d'autres remplissent les pièces de chaleur. Elle avait une 60aine d'années, les cheveux argentés, vêtue de la bienséance soignée d'une femme qui avait décidé il y a des décennies que la respectabilité était une forteresse, et en entretenait les murs depuis. Derrière elle venait une femme plus jeune que Cole, reconnue comme étant Ruth Hadley, qui hochait de la tête à tout ce que Margaret disait, comme une ombre suit un corps sans intention propre. Margaret regarda Nora comme on regarde une fissure dans un mur qu'on espérait ne pas y être. « Madame Ashby, » dit-elle. Elle ne le dit pas méchamment. Elle le dit comme un juge lit un nom sur un registre,
Je ne savais pas que vous viendriez en ville. Je fais mes courses comme tout le monde, dit Nora. Bien sûr, les yeux de Margaret se posèrent sur Iris, sur Ada, sur Cole et de nouveau sur Nora. J'avais entendu dire que M. Hargrove subvenait à vos besoins au ranch. Le mot subvenir resta dans la pièce avec une signification qui n'avait rien à voir avec des clous et des graines de jardin. Cole ouvrit la bouche. Nora posa sa main sur le comptoir entre eux, sans le toucher, juste en la posant là. Il referma la bouche. Monsieur Hargrove me paie un salaire pour le travail que je fais, dit Nora. J'achète mes propres provisions avec mon propre salaire. C'est comme ça que fonctionne un emploi, Madame Voss. Certainement, dit Margaret. C'est juste inhabituel. Un homme célibataire et une femme célibataire avec des enfants dans un ranch isolé. Les gens s'interrogent. Les gens peuvent s'interroger autant qu'ils veulent, dit Nora. Leurs interrogations ne changent pas la vérité. Et quelle est la vérité, Madame Ashby? Nora la regarda directement. Que je travaille dur, que mes enfants sont nourris, logés et en sécurité pour la première fois en 2 ans, et que rien de tout cela ne vous regarde. Elle prit le paquet que Walt avait posé sur le comptoir. Bonjour, Madame Voss. Elle sortit. Ada attrapa le livre sur le comptoir, le glissa sous son bras et suivit sa mère sans se retourner. Cole paya Walt, qui avait trouvé quelque chose de très intéressant à étudier sur le mur du fond. Il prit les clous et sortit après elle. Nora était déjà au chariot. Elle détachait Iris du porte-bébé pour changer sa position. Ses mouvements étaient vifs et efficaces, les mouvements d'une femme brûlant quelque chose qu'elle ne se permettrait pas de dire. « Vous avez bien géré ça, » dit Cole. « Je l'ai géré comme je le gère toujours. » Elle ne le regarda pas, en ne les laissant pas voir que ça m'atteint. « Est-ce que ça vous atteint? » Elle resta silencieuse un moment. Elle remit Iris contre sa poitrine et renoua le tissu. « Chaque fois, dit-elle, mais c'est à moi. Je ne leur donne pas ça. » Cole la regarda, cette femme qui venait de tenir tête à la plus grande commère du comté dans un magasin général, sans élever la voix ni baisser les yeux, et qui se tenait maintenant près d'une roue de chariot, lui disant doucement que ça faisait mal à chaque fois, et que ça avait toujours été le cas. « Montez dans le chariot, dit-il. Je vous offre un café chez Miller avant de rentrer. » Elle le regarda. Cole. « C'est un café, Nora, pas une déclaration. » Elle faillit sourire. Elle monta dans le chariot. Ils étaient à mi-chemin de la maison quand le vrai problème se manifesta. Non pas sous forme de mots ou de chuchotements, mais sous la forme du contremaître de Hugh Craddock, un homme au visage plat nommé Dutch Carey. Il arriva à cheval à côté du chariot et se mit à leur allure sans y être invité. « Hargrove, dit Carey. » Cole garda les yeux sur la route. Carey. « Monsieur Craddock m'a demandé de vous transmettre un message. » « Transmettez-le alors. » Carey regarda Nora. Il la regarda de la manière dont certains hommes regardent les femmes qu'ils ont décidé ne méritent pas d'être regardées avec respect. C'est-à-dire qu'il la regarda comme si elle était un obstacle. « Peut-être que je devrais vous parler en privé. »« Tout ce que Hugh Craddock veut me dire, dit Cole, il peut le dire devant la personne à côté de qui je suis assis. » Carey haussa les épaules. « Monsieur Craddock veut que vous sachiez qu'il a déposé une plainte officielle auprès du bureau foncier du comté. Il dit que votre ruisseau du Nord se nourrit de sa propriété et il a des documents montrant que les droits sur l'eau sont contestés. Il demande une expertise. » Les mains de Cole se crispèrent sur les rênes. « Le ruisseau du Nord est à moi depuis 11 ans. Il n'y a rien à expertiser. » L'avocat de M. Craddock dit le contraire. Le cheval de Carey fit un pas de côté et il le corrigea sans baisser les yeux. Monsieur Craddock veut aussi que vous sachiez que le calendrier de l'expertise et les frais juridiques associés pourraient disparaître très simplement. À quel point simplement? Carey jeta un autre coup d'œil à Nora, juste brièvement. C'était tout le message livré sans un mot. Cole arrêta le chariot. Il se tourna sur le banc et regarda Carey avec l'immobilité particulière d'un homme décidant très soigneusement jusqu'où il est prêt à aller. « Tu diras à Hugh Craddock, dit Cole, que s'il veut mon ruisseau, il doit venir me le dire lui-même. Et s'il pense qu'utiliser une expertise comme levier va me faire faire ce qu'il veut, il ne me connaît pas aussi bien qu'il le pense. » Carey hocha lentement la tête. « Je lui dirai ça. » Il regarda Nora une dernière fois. « Madame. » Il repartit par où il était venu. Nora le regarda s'éloigner. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Iris s'était de nouveau endormie. « Le ruisseau, dit Nora,
C'est à propos des droits sur l'eau, c'est à propos des droits sur l'eau depuis 2 ans, dit Cole. Il claqua les rênes et le chariot repartit. Craddock essaye de mettre la main sur ce ruisseau depuis aussi longtemps que je me souvienne. Son pâturage sud s'assèche et mon eau en alimente la moitié. Et je suis le levier, dit Nora. Ce n'est pas une question. Vous êtes l'excuse, dit Cole. Il y a une différence. Il serait venu pour le ruisseau de toute façon. Vous lui avez juste donné une raison d'agir plus vite. Ce n'est pas un réconfort, je sais. Elle resta silencieuse pendant le reste du trajet. Pas le silence confortable de la semaine passée, un silence pensif, le genre qui, Cole l'avait appris en 7 jours, signifiait qu'elle faisait des calculs, évaluait les chances, mesurait les issues et les angles. Comme le fait une femme qui a passé des années dans des situations où les maths étaient toujours légèrement contre elle. Il la laissa penser. Ce soir-là, après que les enfants furent dans la cabane, qu'Iris fut installée et que la cuisine fut silencieuse, Nora vint sur le porche. Cole était à sa place habituelle, la chaise du porche avec l'accoudoir fendu, le café froid à la main. Elle s'assit sur la marche supérieure, ni près, ni loin. « Mon mari devait de l'argent, dit-elle. Quand il est mort, son frère Calvin est venu pour récupérer. Pas l'argent. Les enfants. » Elle regarda la cour sombre. Au Kansas, il y a une allocation du comté pour les pupilles orphelins. Calvin voyait 5 enfants comme 5 paiements mensuels et rien d'autre. J'avais 1 semaine avant qu'il ne prévoie de déposer une requête auprès du tribunal du comté. Je n'avais pas d'argent pour un avocat. Je n'avais personne pour m'aider. Elle fit une pause. Je suis parti dans la nuit. J'ai pris les enfants et un sac, et j'ai marché jusqu'à trouver une route, et j'ai suivi la route vers l'ouest parce que l'ouest était la direction où je n'étais pas encore allé. Cole écoutait. 3 villes, dit Nora. 3 villes entre le Kansas et ici. Dans chacune d'elles, j'ai demandé du travail, et j'ai eu la même réponse. Certains étaient polis. La plupart ne l'étaient pas. Elle tourna l'ourlet de sa manche entre ses doigts. Dans la 2e ville, une femme m'a engagé pour nettoyer sa maison. Elle m'a payé 50 centimes et m'a dit de ne pas revenir parce que son mari n'aimait pas ça. Une femme avec des enfants, sans mari. Il a dit que ça mettait les voisins mal à l'aise. Cole ne dit rien. Je vous dis ça, dit Nora, parce que Craddock va m'utiliser. Il va faire en sorte que cette ville décide que le coût de ma présence ici est trop élevé pour que vous le payiez. Et j'ai besoin de savoir, avant que ça n'arrive, si vous avez réfléchi à ce que ça coûte vraiment. J'y ai pensé. Je ne pense pas que vous l'ayez fait, dit-elle doucement, doucement. Pas entièrement, parce que vous êtes un homme bon, et les hommes bons ont tendance à croire que faire la bonne chose s'accompagne d'une sorte de protection. Que si vous êtes du bon côté, le sol ne s'effondrera pas sous vos pieds. Elle le regarda. Si, Cole, j'ai été du bon côté de chaque situation dans laquelle je me suis trouvé depuis 2 ans, et le sol s'est effondré sous mes pieds à chaque fois. Cole posa sa tasse de café. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et regarda les planches entre ses bottes un moment. « Ma femme, dit-il, Catherine. Elle a été malade pendant 4 mois avant de mourir. Je ne le savais pas les 2 premiers mois parce qu'elle ne me l'a pas dit. Je lui demandais comment elle se sentait, et elle disait bien parce qu'elle ne voulait pas m'inquiéter. Il resta silencieux un moment. Elle me l'a dit plus tard, quand elle ne pouvait plus le cacher, qu'elle avait essayé de me protéger. Elle pensait que si elle le disait à voix haute, ça deviendrait réel. Il leva les yeux. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que c'était déjà réel. Le cacher signifiait juste que je n'étais pas là pour la partie où elle avait le plus peur. Nora le regardait. « Je vous dis ça, dit Cole, parce que vous faites la même chose qu'elle. Vous me parlez des risques pour m'en protéger. Et ce que je dis, c'est que je les ai déjà vus. J'ai vu le visage de Craddock, et j'ai entendu ce que cette ville dit, et j'ai regardé les calculs, Nora, les vrais calculs, et je suis toujours assis sur ce porche. » Elle le regarda longuement. Dans la lumière de la lampe, ses yeux avaient la couleur de l'eau sombre, profond et immobile, et plus vieux que son visage. « Il s'en prendra à mes enfants, dit-elle. S'il ne peut pas me faire bouger autrement, il trouvera un angle juridique. Je sais. Vagabondage, tutrice inapte. Ils ont des lois pour ça. Je les ai vus utiliser, je le sais aussi. Et si un juge s'en mêle, un juge que Craddock possède, alors nous aurons notre propre juge, dit Cole. J'ai un avocat à Cheyenne que j'ai déjà utilisé, un homme nommé Aldridge.
Il n'aime pas Craddock et il ne lui doit rien. Je lui écrirai ce soir. Nora le fixa. Cole, ça coûte de l'argent. J'ai de l'argent. Vous dépenseriez votre argent pour un avocat pour une femme que vous connaissez depuis 11 jours. 12, dit Cole. Et oui, elle se leva. Elle aplatit ses mains contre sa jupe, comme elle le faisait pour se stabiliser. C'est trop, dit-elle. C'est beaucoup trop à accepter de quelqu'un qui n'est pas de la famille, dit Cole. Le mot atterrit d'entre eux comme quelque chose de tombé de haut. Aucun d'eux ne le saisit. Nora le regarda. Son menton était relevé. Il y avait quelque chose derrière ses yeux qui bougeait, quelque chose qu'elle gardait très immobile pour que ça ne se voie pas. J'allais dire un étranger, dit-elle. Vous n'êtes pas une étrangère, dit Cole. Plus maintenant, elle rentra. Il entendit la porte, le clic silencieux du loquet, puis le silence. Il écrivit la lettre à Aldridge cette nuit-là, à la table de la cuisine, à la lueur de la lampe, tandis que la maison respirait autour de lui. Il l'écrivit avec soin. Il exposa ce que Craddock faisait, la menace de l'expertise, la campagne sociale, les 2 années de pression sur l'eau qui avaient précédé tout cela. Il écrivit le nom de Nora et ceux des enfants et la nature de l'arrangement de travail. Il l'écrivit comme un homme construisant un mur, un mot solide à la fois, choisissant chacun pour sa capacité de charge. Il était en train de sceller l'enveloppe quand il entendit le son venant de la cabane. Pas un cri, pas une clameur, une voix. Une voix de garçon, petite et rauque à force de ne pas avoir servi, fissurée sur les bords comme quelque chose qui a été stocké trop longtemps dans un endroit sec. Cole quitta le porche et traversa la cour en quelques secondes. Il s'arrêta à la porte de la cabane. À l'intérieur, dans le noir, Eli était assis par terre. Tommy était sur le lit de camp au-dessus de lui, endormi. Ada était immobile, sa respiration régulière. Iris était calme dans son panier. Nora était agenouillée par terre à côté d'Eli, ses mains sur ses épaules, et Eli parlait. Pas beaucoup, pas fort, mais il parlait. Des mots que Cole ne pouvait pas distinguer, bas et brisés, interrompus par les longs silences d'un garçon réapprenant à laisser les sons quitter son corps. Cole se tint à la porte et n'entra pas. Il resta là assez longtemps pour comprendre ce qu'il voyait. C'était un enfant revenant de très loin et une mère le recevant. Et la qualité sacrée particulière d'un moment qui appartient entièrement aux personnes qui le vivent. Il retourna à la maison. Il scella la lettre. Il la posa sur la table pour qu'elle parte avec le courrier du matin. Il alla se coucher et s'allongea sur le dos dans le noir, écoutant la nuit du Wyoming. Le vent, le craquement de la maison, le son lointain du bétail. Et sous tout cela, sous tout, le son presque imperceptible de la voix d'un garçon retrouvant son chemin vers le monde. Il ne dormit pas pendant longtemps. Quand il dormit mieux qu'il ne l'avait fait en 14 mois. Eli prononça 7 mots le lendemain matin. Pas tous à la fois, pas dans une phrase. Ils sortiront sur une période de 2 heures, 1 ou 2 à la fois, lâchés dans l'air entre les choses, comme un enfant jette des pierres dans l'eau, testant si l'eau les retiendra. Le premier vint au petit déjeuner. Cole posa une assiette devant lui et Eli la regarda et dit « Merci ». 2 mots, rudes et prudents, comme s'il les lisait sur quelque chose d'écrit à l'intérieur de sa poitrine. Cole dit « De rien » et retourna au poêle. Il n'en fit pas toute une histoire. Il comprit instinctivement, comme un homme comprend certaines choses sur les chevaux, les terres brisées et le temps qui vient de l'Ouest, que faire toute une histoire serait une erreur. Eli avait offert ces 2 mots dans la pièce comme quelque chose de fragile et de nouveau, et la pire réponse possible était de les saisir trop vite et de les serrer. Nora était à l'évier, son dos était tourné à la pièce. Cole vit ses épaules bouger très légèrement, la respiration qu'elle prit, retint et laissa sortir lentement. Ada pressa son pied contre celui de Tommy sous la table. Tommy la regarda. Elle lui lança un regard qui disait très clairement « Pas un mot ». Et Tommy, qui avait 5 ans et était parfois plus intelligent qu'il n'en avait l'air, ferma la bouche et mangea ses œufs. Le 2e mot vint 1 heure plus tard. Cole était dans l'enclos, travaillant un jeune cheval qui lui donnait du fil à retordre depuis le printemps. Un hongre gris avec des opinions sur tout et l'énergie pour les exprimer constamment. Eli apparut à la clôture à sa place habituelle, les bras croisés sur la barre supérieure, observant. Après un moment, Cole fit tourner le cheval et le laissa se calmer. Le hongre souffla fort, déplaça son poids et finit par s'immobiliser, ce qui était tout ce que Cole demandait pour aujourd'hui. « Grease » dit Eli. Cole le regarda.
Quoi donc? Eli désigna le cheval. Son nom, dit Cole. Il n'en a pas. Je l'appelle le gris. Ça ne valait pas la peine de lui donner un nom avant qu'il ne décide de se comporter. Eli resta silencieux. Alors, Gris, dit-il de nouveau, mais différemment cette fois. Pas pour décrire, pour nommer. Cole regarda le cheval. Il regarda Eli. Gris, ce sera, dit-il. Eli hocha la tête une fois, avec la précision satisfaite d'un garçon qui a accompli quelque chose d'important et se remit à observer. Au moment où Cole rentra pour le repas de midi, les mots restants étaient arrivés. Oui, non, et le nom Tommy, crié une fois à travers la cour quand Tommy s'était trop approché de la clôture de l'enclos. Et Eli l'avait vu avant tout le monde. Sec, clair, immédiat. Tommy s'était arrêté net, s'était retourné et était revenu vers le porche avec l'expression d'un garçon qui n'avait pas réalisé jusqu'à ce moment à quel point la voix de son frère lui avait manqué. Nora ne dit rien à ce sujet à table. Mais ce soir-là, après que les enfants furent installés, elle vint sur le porche, s'assit sur la marche et dit « Il n'a pas parlé depuis mars. Il parle maintenant, dit Cole. Je sais. » Elle regarda ses mains. « Je ne sais pas ce que vous avez fait. Je n'ai rien fait. Vous avez fait quelque chose. » Cole y réfléchit. « Je l'ai laissé lancer une corde maladroitement pendant 2 semaines sans lui dire d'arrêter, dit-il. C'est peut-être ça. » Nora fit un son qui était presque un rire, presque. Il se coinça dans sa gorge et sortit quelque part entre les deux. Son père avait l'habitude de... Elle s'arrêta. Quand Eli faisait des choses de travers, son père avait une façon de lui faire sentir que l'erreur était permanente, comme si elle était intégrée en lui et ne sortirait jamais, quoi qu'il arrive. Elle resta silencieuse. Je pense qu'Eli a décidé qu'il était plus sûr de ne rien faire du tout que de continuer à se tromper. Il ne se trompait pas, dit Cole. Il apprenait. Je le sais. Et lui? Elle resta silencieuse un long moment. Il commence à le savoir, dit-elle. La lettre à Aldridge partit avec le courrier du jeudi. Cole ne dit pas à Nora combien coûtait la compte de l'avocat. Elle l'aurait refusé et ils se seraient disputés, et à la fin de la dispute, elle aurait toujours eu besoin d'un avocat. Et il aurait toujours été la seule personne en mesure de lui en fournir un, alors il leur épargna à tous les deux 7 heures et envoya simplement la lettre sans rien dire. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Hugh Craddock agisse avant que la lettre n'ait le temps d'arriver. C'était un samedi, 12 jours après que Nora et les enfants soient venus s'installer, quand Dutch Carey arriva de nouveau à la porte. Cette fois, il ne vint pas seul. Derrière lui se trouvaient 2 hommes que Cole reconnut comme étant des employés de Craddock. Et entre eux, sur un 3e cheval, se trouvait un homme en costume de ville et un chapeau à bord plat qui n'était pas un chapeau de rancher. C'était un chapeau d'avocat ou de fonctionnaire du comté, ce qui dans cette partie du Wyoming était souvent la même chose. Cole fendait du bois quand il les entendit. Il posa la hache et attendit. Carey descendit de cheval à la porte. « Hargrove, voici M. Sims, l'évaluateur foncier du comté. »« Je sais qui il est, dit Cole. Il le savait. Edmund Sims était l'évaluateur foncier du comté depuis 9 ans. Pendant ce temps, 2 ranchs qui avaient contesté les droits sur l'eau avec Hugh Craddock avaient vu leurs évaluations révisées à la hausse jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus payer leurs impôts fonciers. Que fait-il sur mes terres sans rendez-vous? Sims descendit de cheval. C'était un petit homme avec les yeux de quelqu'un qui a appris à tout regarder, sauf la personne à qui il parle. Monsieur Hargrove, j'ai été autorisé par le comté à mener une expertise préliminaire de l'accès à l'eau le long de votre ruisseau du Nord. Ceci est dans la juridiction légale du comté en vertu de la loi sur l'utilisation des terres de 1874. Montrez-moi l'ordonnance. Sims produisit un papier. Cole le lut. C'était un vrai, ce qui était pire que s'il avait été faux. Un faux pouvait être rejeté et une vraie ordonnance devait être gérée. « Ceci vous donne accès à la rive du ruisseau, dit Cole. Ça ne vous donne pas accès à mes bâtiments, à ma cour ou à ma propriété de travail. »« C'est exact, dit Sims. Alors le ruisseau est par là. » Cole pointa vers le nord. « Vous pouvez le trouver sans passer par ma porte. » La mâchoire de Carey se contracta. Il regarda au-delà de Cole, vers la maison où Nora était apparue sur le seuil, Iris contre sa poitrine, et Da derrière elle. « Craddock veut que vous compreniez, dit Carey en baissant la voix, que tout ça peut disparaître simplement. C'est un homme raisonnable. J'ai déjà entendu ça de la part de gens qui n'étaient pas raisonnables, dit Cole. Dis à Craddock que s'il veut parler de conditions,
Il peut venir ici lui-même. Je ne négocie pas par intermédiaire. Carrie le regarda longuement. Puis il regarda Nora sur le seuil, un regard lent et délibéré qui était destiné à être vu, qui était un message déguisé en coup d'œil. Cole fit un pas sur sa gauche, se plaçant entre la ligne de mire de Carrie et le seuil. « Vous avez fini ici, » dit Cole. Carrie toucha son chapeau avec la courtoisie particulière d'un homme qui était courtois d'une manière conçue pour ressembler à une menace, et il repartit par la porte avec Sims et les deux employés derrière lui. Cole ramassa sa hache. Il resta avec elle un moment sans la balancer, puis il la posa contre le billot et se dirigea vers la maison. Nora recula du seuil. Ada le regarda avec les yeux de sa mère dans son visage de 12 ans. « Que voulait-il » demanda Nora. « Une expertise de l'eau. » Craddock passe à l'action. L'avocat à Cheyenne. « Je lui ai écrit. Ça prend du temps. Combien de temps? Plus que nous n'en avons si Craddock décide d'intensifier aujourd'hui. » Cole la regarda. « Je dois aller en ville parler au shérif Lyle. Le shérif travaille pour Craddock. »« Grant Lyle n'est pas un mauvais homme, » dit Cole. « C'est un homme prudent. Il y a une différence. Il n'agira pas ouvertement contre Craddock, mais si je peux faire enregistrer ce qui se passe auprès de lui, ça limite ce que Craddock peut faire sans que ça ressemble à ce que c'est. » Nora l'étudia. « Et si Craddock décide d'agir pendant que vous êtes en ville? » Cole regarda Ada. Ada se redressa. « Je sais où est le fusil, » dit-elle. « Ada, » dit Nora. « Maman, je le sais, et je sais m'en servir. Tu me l'as appris toi-même au Kansas avant. » Elle s'arrêta. « Je sais m'en servir. » Cole regarda Nora. Nora regarda sa fille. Le moment entre elles était plein de choses qui n'avaient rien à voir avec des fusils. « Je serai de retour dans 2 heures, » dit Cole. Le shérif Grant Lyle était un grand homme qui avait passé 20 ans à cultiver l'art de paraître, en faire moins qu'il n'en faisait. Il était à son bureau quand Cole entra, lisant un journal, et il le posa avec le manque délibéré de surprise d'un homme qui s'attendait à cette visite et avait décidé de la recevoir calmement. « Hargrove, » dit-il. « Grant. » Cole s'assit en face de lui. « Craddock a envoyé Sims et 2 hommes sur ma propriété ce matin avec une ordonnance d'expertise. C'est dans ses droits en vertu de la loi foncière. Je le sais. Je ne suis pas ici pour l'expertise. » Cole se pencha en avant. « Je suis ici pour faire enregistrer que Hugh Craddock me mette la pression depuis 2 semaines en utilisant une femme à mon service comme levier pour essayer de forcer une négociation sur les droits de l'eau. Je veux que ce soit dans votre registre. » Lyle le regarda fixement. « C'est une accusation sérieuse. C'est une situation sérieuse. Quel genre de pression? Sociale. Son contremaître est venu à mon chariot avec un message disant que l'expertise disparaît si la femme disparaît. Il avait Sims là-bas aujourd'hui et les yeux de Carrie sont allés directement sur mon employé dès qu'il a franchi la porte. Ce n'est pas subtil, Grant. » Lyle resta silencieux. Il prit son stylo et le tourna entre ses doigts. « La veuve Ashby, » dit-il. « Nora Ashby. Elle travaillait pour moi. Emploi légal, salaire juste, logement séparé. J'ai entendu les rumeurs. J'imagine que oui. Est-ce que quelque chose est vrai? » Lyle le regarda. « Non, » dit-il simplement. « Je ne le crois pas. Alors j'apprécierais que vous vous en souveniez quand Craddock viendra vous voir avec ce qu'il prépare ensuite. » Lyle posa le stylo. « Cole, je vais te dire quelque chose et je vais le dire une fois, puis je vais revenir à ne pas l'avoir dit. C'est clair? » « C'est clair. Craddock est venu ici 2 fois cette semaine. Il ne parle plus seulement des droits sur l'eau. Il est allé voir le juge Whitmore à propos de la femme, de son statut légal, de son histoire au Kansas. Il est en train de monter quelque chose. » Le visage de Lyle était neutre. « Je ne peux pas te dire ce que Whitmore fera ou ne fera pas. Whitmore prend ses propres décisions. Mais si j'étais un homme avec une femme et 4 enfants sur ma propriété et un ennemi puissant cherchant des angles d'attaque, je m'assurerais que chaque papier liant légalement cette femme à cette propriété soit déposé en triple exemplaire avant la fin de la semaine. » Cole le regarda. « J'ai un contrat de travail. Mon avocat est en train de le rédiger. À quelle vitesse? J'ai écrit à Cheyenne il y a 2 jours. » Cole n'avait pas dit cela à Nora. Il avait fait le trajet pendant qu'elle était au jardin, était revenu avant le dîner et n'en avait rien dit. « Aldridge m'enverra les papiers d'ici la fin de la semaine. » Lyle hocha lentement la tête. « La fin de la semaine pourrait être juste. » Il reprit son stylo. « C'est tout ce que j'ai pour toi, Hargrove. » Cole se leva. « Grant, si ça va jusqu'à une audience, je témoignerai de ce que je sais, » dit Lyle.
Il regardait déjà son journal. C'est-à-dire que Nora Ashby s'est conduite avec plus de dignité que la moitié des gens de cette ville qui ont parlé d'elle. Mais ne me cite pas là-dessus. Cole était de retour au ranch en moins de 2 heures, comme il l'avait dit. Il contourna la maison et trouva Nora dans le jardin, ce qui n'était pas une surprise. Le jardin était devenu en 12 jours quelque chose de vraiment vivant. 3 semaines d'attention de Nora avaient fait ce qu'aucune culpabilité de Cole n'avait pu faire. Et il y avait du verre qui poussait en rangée là où il n'y avait que de la terre morte quand elle était arrivée. Elle sut qu'il était là sans se retourner. Comment ça s'est passé? Lyle ne se mettra pas en travers du chemin de Craddock, mais il ne l'aidera pas non plus. C'est déjà ça. Ce n'est pas assez. Cole s'accroupit au bord du jardin. Il regarda ce qu'elle avait construit ici, les rangées soignées, les haricots tutorés, le maïs tardif qui poussait au fond. Craddock est allé voir le juge. Il monte un dossier juridique sur votre statut, votre histoire au Kansas. Les mains de Nora s'immobilisèrent dans la terre. Elle ne se retourna pas. Quoi qu'il y ait au Kansas, dit Cole, s'il y a quelque chose qu'il peut utiliser, je dois le savoir avant lui. Un long silence. Un oiseau passa au-dessus. Quelque part près de la cabane, Tommy parlait au chat de la grange, une conversation à sens unique qu'il menait depuis 3 jours sans frustration apparente. Calvin a déposé une plainte auprès du comté, dit Nora avant que je parte. Il a dit que j'avais abandonné les dettes de mon mari, ce que j'avais fait parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il a appelé ça de la fraude. Elle arracha une mauvaise herbe. Ce n'est pas de la fraude, c'est de la survie. Mais c'est sur un registre du comté, quelque part, et un homme comme Craddock, avec assez d'argent, peut le trouver et le faire passer pour quelque chose que ce n'est pas. D'accord, dit Cole, c'est tout ce que vous allez dire. Que devrais-je dire d'autre? Elle se tourna alors. Ses mains étaient sales jusqu'au poignet. Son visage était fermé, et dans ses yeux, il y avait la lassitude particulière d'une femme qui a dit une dure vérité à trop de gens et l'a vue utilisée contre elle. La plupart des gens, dit-elle, voudraient reconsidérer leur position à ce stade. Je ne suis pas la plupart des gens. Cole, Nora. Il la regarda fixement. Vous avez quitté le Kansas avec 4 enfants et sans argent pour protéger ces enfants d'un homme qui voulait les vendre au comté pour une allocation. Ce n'est pas de la fraude. C'est une mère. Et si Craddock porte ça devant un juge, nous expliquerons exactement ce que c'est. Elle le regarda longuement. Quelque chose bougea derrière ses yeux, compliqué et fragile, et s'efforçant de rester contenu. Les papiers d'Aldridge, dit-elle, quand ils arriveront. Fin de semaine. Et si Craddock agit avant? Alors on s'en occupera. Ce n'est pas un plan. Non, dit Cole. Mais c'est ce qu'on a pour l'instant. Elle se retourna vers le jardin. Il se leva et retourna à son travail. Mais il n'avait pas fait 10 pas quand elle parla de nouveau, doucement, toujours face à la terre. Je suis seule dans cette situation depuis 2 ans, dit-elle. Chaque décision, chaque mauvaise route, chaque ville qui a dit non, seule. Cole s'arrêta. Je ne sais pas comment faire ça, dit-elle. Avoir quelqu'un à mes côtés. Je ne sais pas comment faire confiance que ça ne me sera pas enlevé. Il se tint le dos tourné vers elle un moment. Puis il dit, moi non plus. Ma femme est morte et j'ai fermé toutes les portes que j'avais. Je ne sais pas comment faire ça non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie quand même, dit Cole. C'est tout ce que j'ai. Il retourna à ses clôtures. Derrière lui, il entendit le son doux de ses mains bougeant de nouveau dans la terre, régulier et sans hâte. Le son d'une femme qui ne s'était pas arrêtée, Oriété ne s'était jamais arrêtée, et n'avait pas l'intention de le faire maintenant. Les papiers d'Aldridge arrivèrent le vendredi matin, 2 jours plus tôt que Cole ne l'avait espéré, apportés par un cavalier qui l'avait bien payé pour aller vite. Cole les signa à la table de la cuisine et les apporta à Nora dans le jardin. Elle les lut 2 fois, puis elle leva les yeux. « Ceci me donne un statut légal complet en tant que votre employé, dit-elle. Des droits de résidence pour moi et les enfants. Une documentation salariale. » Elle tourna la page. « Ceci est déposé auprès du greffier territorial. Des copies sont enregistrées à Cheyenne, dit Cole. Aldridge a l'original. » Elle le lut une 3e fois. Ses mains ne tremblaient pas, mais elles en avaient envie. Il pouvait voir l'effort qu'il lui fallait pour les maintenir immobiles. Il a aussi inclus ceci, dit Cole. Il lui tendit un 2e document, plus court d'1 page. Elle le lut. Son visage changea. Ceci est une lettre de moralité formelle, dit-elle, d'Aldridge, attestant de... Elle s'arrêta. Comment sait-il tout ça?
Il ne m'a jamais rencontré. Je lui ai dit Cole. Quand j'étais à Cheyenne, je lui ai tout dit. Ce que vous avez fait pour arriver ici. Ce que vous avez fait depuis votre arrivée. Comment sont vos enfants? Il fit une pause. Je lui ai parlé d'Ellie et de la corde. Nora regarda la lettre, puis lui. C'est un père, dit Cole. Il a un garçon de l'âge d'Ellie. Elle posa les papiers sur ses genoux. Elle pressa ses deux mains à plat dessus et regarda le jardin qui n'était plus mort. Les plants de haricots qui commençaient à grimper sur leur tuteur. Le maïs qui poussait vert au fond. Cole? Dit-elle. Oui, madame. Ce que vous avez dépensé pour ça? L'avocat, le cavalier, la compte. C'est plus que mon salaire d'un an. Je sais. Je ne peux pas rembourser ça. Je ne me souviens pas vous de l'avoir demandé. Alors que demandez-vous? Il la regarda, assise dans la terre de son jardin avec les papiers de son avocat sur ses genoux, le soleil du matin sur son visage et le son de ses enfants quelque part derrière eux. Tommy parlant au chat et Ada lisant sur le porche et Eli quelque part, disant peut-être un ou deux de ces 7 mots au cheval gris près de l'enclos. Ses enfants. Il n'avait pas réalisé qu'il avait pensé à eux de cette façon jusqu'à maintenant. Rien, dit Cole. Je ne demande rien. Elle le regarda longuement, du genre de regard qui va au-delà de la surface d'une personne et dans la partie en dessous. La partie qui tient ou ne tient pas. Quoi qu'elle y ait trouvé, elle le garda silencieusement, le retournant, décidant quoi en faire. Elle regarda de nouveau le jardin. Le maïs aura besoin d'eau cet après-midi, dit-elle. Le côté était-ce plus sec que le reste? J'apporterai le baril, dit Cole. Merci. Il alla chercher le baril. Derrière lui, il l'entendit plier soigneusement les papiers, comme on plie quelque chose qu'on a l'intention de garder. Ce soir-là, Craddock vint lui-même. Il arriva à la porte au crépuscule, seul, ce qui était inhabituel. Hugh Craddock n'allait généralement nulle part seul. Il était le genre d'homme qui comprenait que le pouvoir est en partie du théâtre et que le théâtre nécessite un public, mais il vint seul cette fois, ce qui indiqua à Cole que quoi qu'il ait à dire, il voulait que ce soit dit sans témoin. Cole le rencontra à la porte. Il ne l'ouvrit pas. Hargrove, dit Craddock. Il le regarda de haut depuis son cheval avec l'expression d'un homme menant une transaction qu'il considère déjà terminée. Je vais faire simple. J'abandonne l'expertise. Je retire la plainte du bureau de Whitmore. Les rumeurs en ville s'éteindront en une semaine parce que je le dis. Il fit une pause. Et tout ce que tu as à faire, c'est de laisser partir la femme. Donne-lui une semaine de salaire. Donne-lui une bonne référence. Mette-la, elle et ses enfants, sur la route de l'Ouest et souhaite-lui bonne chance. Cole le regarda. Non. Cole. J'ai dit non, Hugh. Le visage de Craddock se crispa. Tu comprends ce que je suis en train de monter. J'ai Whitmore. J'ai un dossier du comté du Kansas montrant un abandon de dette. J'ai la moitié de cette ville prête à signer une pétition disant que ses enfants sont dans un environnement inadapté. Un juge peut les faire retirer en une semaine. Tu prendrais 4 enfants à leur mère, dit Cole, pour avoir un ruisseau. Je ferai ce qui est nécessaire, dit Craddock. C'est la différence entre nous, dit Cole. Craddock le regarda, longuement, de manière évaluatrice, le regard d'un homme qui recalcule. Tu réalises qu'elle partira un jour, dit-il. Les femmes dans sa situation le font toujours. Tu vas ruiner ta réputation, tes affaires, ta position dans ce comté pour une femme qui s'en ira dès que quelque chose de mieux se présentera. Alors j'imagine que c'est mon problème, dit Cole, pas le tien. J'essaie de t'aider. Non, dit Cole. Tu essaies de t'aider toi-même et tu l'utilises pour le faire. Il y a une différence. Je connais la différence. Et maintenant, le greffier du comté à Cheyenne connaît aussi la différence. Parce que j'ai un avocat qui est très doué pour expliquer les différences aux gens qui en ont besoin. Quelque chose traversa le visage de Craddock, la première véritable incertitude que Cole y avait vue. J'ai déposé le contrat de travail, dit Cole. J'ai une lettre de moralité d'Aldridge enregistrée. Et j'ai eu une conversation avec Grant Lyles cette semaine qui est aussi enregistrée. Si tu portes ça devant Whitmore, ça ira à Cheyenne pour examen. Et quand ça ira à Cheyenne, tout ce qu'Aldridge sait sur la façon dont tu as opéré dans ce comté ira avec. Cole le regarda fixement. J'ai été patient avec toi, Hugh. Je t'ai laissé de la place pour te retirer et appeler ça autre chose que ce que c'est. J'ai fini d'être patient. Craddock resta sur son cheval et ne dit rien pendant un long moment. En contrebas, dans le pâturage haie, le bétail se déplaçait contre la dernière lueur du jour. Le ruisseau coulait vers le nord, régulier et silencieux,
faisant ce que font les ruisseaux, peu importe ce que les hommes veulent d'eux. Ce n'est pas fini, dit Craddock. Ça l'est si tu es intelligent, dit Cole. Et tu as toujours été intelligent, Hugh. Ça a été tout ton problème. Craddock tourna son cheval sans un mot de plus et repartit vers la ville. Cole resta à la porte jusqu'à ce qu'il soit parti. Puis il se retourna. Nora se tenait à 3 mètres derrière lui, Iris contre sa poitrine, le visage immobile. « Depuis combien de temps êtes-vous là ?» demanda Cole. « Assez longtemps, dit-elle. » Il passa devant elle en direction de la maison. Elle se mit à marcher à côté de lui, pas derrière lui, à côté de lui, suivant son rythme sans qu'on le lui demande. « Est-ce que c'est fini ?» demanda-t-elle. « Ce soir, oui, dit Cole. Pour le reste, je ne sais pas encore. C'est honnête. J'essaie de l'être. » Ils marchèrent en silence le reste du chemin jusqu'au porche. Sur les marches, Tommy était assis avec le chat de la grange sur ses genoux. Il les regarda tous les deux de son visage sérieux de 5 ans et dit « Eli a dit à table. » Cole regarda Nora. Nora regarda Cole. « Eli a dit à table, » répéta Cole. « C'est 2 mots, dit Nora. »« C'est vrai, dit Cole. » Ils entrèrent. Craddock ne revint pas cette nuit-là, ni la suivante. Le silence qu'il laissa derrière lui n'était pas du genre confortable. C'était le silence d'un homme qui se regroupe, et Cole et Nora le savaient tous les deux. Et aucun d'eux ne le dit à voix haute, car le dire l'aurait rendu plus lourd qu'il ne pouvait se permettre de le porter avec tout le reste. Les jours qui suivirent eurent une qualité particulière, la qualité de personnes accomplissant un travail nécessaire en attendant qu'une porte s'ouvre, qu'ils ne peuvent ni voir ni contrôler. Cole réparait la clôture. Nora s'occupait du jardin. Ada lisait son livre sur le porche le soir et lisait parfois des passages à voix haute à Tommy, qui ne suivait pas entièrement l'histoire mais aimait le son de la voix de sa sœur. Eli lançait la corde chaque matin avant le petit déjeuner. Et chaque matin, il l'atterrissait un peu plus près du poteau. Et chaque matin, Cole disait « bien » et le pensait, et Eli hochait la tête avec la gravité d'un garçon prenant le mot au sérieux et le rangeant en lieu sûr. Iris grandissait. C'était l'autre chose qui se passait, tranquillement et avec insistance, sous tout le reste. Elle prenait du poids. Ses joues s'arrondissaient. Elle commença à attraper des choses. Le col de Cole quand il la tenait. Cet après-midi-là, Nora avait eu besoin de ses 2 mains pour redresser un tuteur de jardin. La tresse d'Ada, le bord de la timbale de Tommy quand il la tenait trop près de son visage. Elle devenait jour après jour une personne avec des opinions. Et son opinion principale semblait être que le monde était intéressant et qu'elle avait l'intention de l'examiner en entier. Cole remarqua qu'il avait commencé à chercher son visage le matin. Il remarqua aussi d'autres choses, des choses qu'il n'examinait pas de trop près, parce que les examiner semblait prématuré et peut-être dangereux. La façon dont Nora riait, parfois de quelque chose qu'Ada disait, un vrai rire, soudain et sans garde, qui semblait la surprendre à chaque fois. La façon dont elle avait cessé d'hésiter à la porte de la maison principale et avait commencé à la franchir comme quelqu'un qui avait le droit d'y être. La façon dont elle disait son nom maintenant, Cole, simplement et facilement, sans le poids formel qu'il avait eu la première semaine. Il le remarqua, ne dit rien et retourna à ses clôtures. La lettre d'Aldridge arriva un mercredi, 9 jours après la visite de Craddock à la porte. Ce n'était pas ce que Cole avait attendu. C'était mieux. Il la lut à la table de la cuisine avant que quiconque ne soit levé, dans la lumière grise de l'aube. Et au moment même où Nora entra pour allumer le feu du petit déjeuner, il l'avait lu 3 fois. « Asseyez-vous, dit-il. » Elle le regarda, elle s'assit. Il fit glisser la lettre sur la table. Elle la lut. Il observa son visage pendant qu'elle le faisait. Il avait appris maintenant à lire le visage de Nora Ashby comme il lisait la météo. Par les petits signes, la tension autour de ses yeux, la façon particulière dont sa mâchoire était serrée, le changement presque imperceptible de sa respiration. Elle lut la lettre une fois rapidement, puis de nouveau lentement. Puis elle la posa à plat sur la table et mit ses 2 mains dessus, la pressant comme si elle l'empêchait de s'envoler. Aldridge a déposé une plainte formelle pour faute professionnelle auprès du tribunal territorial, dit-elle. Contre Whitmore, dit Cole, et contre Craddock pour avoir exercé une pression frauduleuse par des voies officielles. Il a des preuves. Il surveille Craddock depuis 2 ans. L'affaire Hanson, le litige sur l'eau de Dillon,
3 autres dont je n'étais pas au courant. Il a constitué un dossier. Notre situation était la dernière pièce dont il avait besoin pour porter l'affaire au niveau territorial. Cole la regarda. On a demandé à Whitmore de se récuser de toute procédure impliquant les intérêts de Craddock en attendant l'examen. Les mains de Nora se pressèrent plus fort sur la lettre. Donc la plainte contre moi n'a pas de juge, dit Cole. Craddock peut la redéposer auprès d'un autre juge, mais le nouveau juge saura qu'un examen territorial est en cours. Personne qui veut. Elle regarda la lettre. Elle la regarda longuement. C'est fini, dit-elle. La partie légale, dit Cole. Les rumeurs en ville prennent plus de temps. Les rumeurs prennent toujours plus de temps. Monmouth. Elle retira ses mains de la lettre, les regarda, les posa sur ses genoux. Cole? Oui, madame. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Je vous dois quelque chose. Vous ne me devez rien. Ce n'est pas vrai et nous le savons tous les deux. Elle leva les yeux. Ses yeux étaient secs et directs et pleins de quelque chose qu'elle n'était pas tout à fait prête à nommer à voix haute. Vous avez dépensé de l'argent, du temps et votre réputation pour des gens que vous connaissiez depuis 11 jours. 18, dit Cole. Ils en valèrent la peine. Elle soutint son regard. La cuisine était silencieuse autour d'eux. Dehors, le matin du Wyoming faisait ce que font les matins du Wyoming. Arrivant, brutal et doré, indifférent aux vies qui se déroulaient sous sa lumière. Je dois vous dire quelque chose, dit Nora. Cole attendit. Quand nous sommes arrivés ici, dit-elle, j'avais décidé que la meilleure chose que je pouvais faire pour mes enfants était de ne plus faire confiance à personne. Pas être cruel à ce sujet. Juste arrêter. Elle lissa la lettre sur la table avec un doigt. Chaque fois que j'avais fait confiance à quelqu'un ces 2 dernières années, ça avait mal tourné. Alors j'avais décidé que le calcul était simple. Continuer à avancer. N'accepter rien qui coûte quelque chose. Ne laisser personne s'approcher assez pour laisser une marque. Et puis, dit Cole, et puis un homme qui n'avait pas parlé à un autre être humain depuis 11 jours a tendu un biscuit à mon fils et lui a dit de manger lentement. Elle le regarda. Et j'ai pensé, voilà un homme qui ne fera pas de mal à ses enfants. Je l'ai pensé avant de vouloir le penser, avant d'avoir décidé qu'il était sûr de le penser. Elle fit une pause. Je me bats contre ça depuis. Je sais, dit Cole. Vous savez que vous vous battez contre tout, dit-il. C'est comme ça que vous avez survécu. Je ne m'en plains pas. Quelque chose traversa son visage. Quelque chose qui commença dans ses yeux, descendit et se termina par une forme qui n'était pas tout à fait un sourire. Mais qui était la chose qui vient avant? Le moment avant que la porte ne s'ouvre. Elle prit la lettre et la plia soigneusement. « Je dois aller voir le jardin, dit-elle. » Elle partit. Cole s'assit à la table de la cuisine, but son café froid et écouta le matin arriver. C'est Ada qui leur parla de l'audience. Pas la procédure d'Aldridge, une autre, plus petite. Rassemblée non pas par une autorité légale, mais par l'autorité sociale particulière des petites villes, qui est souvent plus puissante et toujours moins responsable. Ada revint de la ville 4 jours plus tard avec les barils d'eau et l'information. Livrée de la voix plate et prudente qu'elle utilisait quand elle avait peur et avait décidé de ne pas le montrer. Madame Vos organise une réunion communautaire, dit Ada, dimanche après l'église. Cole leva les yeux du harnais qu'il réparait. Quel genre de réunion? Le genre où les gens se lèvent et disent des choses sur d'autres personnes. Ada posa le baril. Elle a Madame Hadley et les femmes Pritt et au moins 4 autres. Elles appellent ça une discussion sur le bien-être de la communauté. Elle le regarda. À propos de maman. Cole posa le harnais. Sur le fait de savoir si une femme de, je cite, moralité incertaine, est une résidente convenable de cette communauté, dit Ada. Elle le dit platement, comme on dit quelque chose qu'on a mémorisé par peur d'oublier un mot, et sur le fait de savoir si les enfants sont dans un environnement convenable. Cole se leva. « Monsieur Hargrove, dit Ada, n'allez pas en ville en colère. » Il la regarda. 12 ans, debout dans la grange, les mains le long du corps, le menton relevé et l'expression exacte de sa mère sur le visage. « Je n'allais pas le faire, dit Cole. Si vous alliez le faire, vous aviez le même visage que maman, juste avant qu'elle ne fasse quelque chose qui empire les choses. » Ada le regarda fixement. « Si vous y allez en colère, ils diront que vous êtes instable. Ils diront que ça prouve qu'il se passe quelque chose d'irrégulier. Ils l'utiliseront. » Cole regarda cet enfant qui n'aurait pas dû savoir tout ça et qui savait tout.
et qui se tenait dans sa grange en lui donnant le même conseil que sa mère lui aurait donné et lui avait probablement donné pour qu'elle le lui donne. Que suggérerais-tu? Dit-il. Ada y réfléchit. Allez à la réunion, dit-elle. Tous les deux, ensemble. Laissez maman parler pour elle-même. Owen fit une pause. Et peut-être demander à cette femme Pruitt, la femme de l'instituteur, Edna. Elle a arrêté maman dans la rue jeudi dernier et a dit qu'elle était désolée pour ce qui s'était passé au puits. Maman a dit merci et a continué à marcher, mais je pouvais voir qu'elle le pensait. Cole la fixa. Tu as 12 ans. Oui, monsieur, dit Ada. Est-ce un problème? Non, dit Cole. Ce n'en est pas un. Il le dit à Nora ce soir-là. Tout, y compris le conseil d'Ada, y compris la partie sur Edna Pruitt. Nora écouta sans interrompre, ce qui était sa façon d'écouter les choses difficiles. Quand il eut fini, elle dit « Une discussion sur le bien-être de la communauté. » C'est ce qu'a dit Dada. « Sur ma moralité? » Oui. Nora resta silencieuse un moment. Elle était à l'évier de la cuisine, elle ferma l'eau, s'essuya les mains, se retourna et s'appuya contre le comptoir. « Margaret Voss est une femme qui n'a jamais eu faim, dit-elle. Elle n'a jamais eu froid volontairement. Elle n'a jamais choisi entre un repas pour elle-même et un repas pour ses enfants parce qu'elle n'a jamais eu à faire ce choix. Et elle va s'asseoir dans une pièce un dimanche et parler de ma capacité à être mère. Elle le fera, dit Cole. D'accord, dit Nora. D'accord, nous irons. Elle le regarda. Mais je ne vais pas me défendre. Je ne vais pas m'expliquer, ni m'excuser, ni faire acte de contrition pour le bénéfice de gens qui ont déjà décidé ce qu'ils pensent. Elle se détacha du comptoir. Je vais dire la vérité. Exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui est vrai. Et exactement ce que sont ses enfants. Et puis la ville pourra décider quel genre de personne ils veulent être. Et s'ils se trompent, alors ils ne nous méritent pas, dit Nora, et nous partirons selon nos propres termes. Cole la regarda. Vous partiriez? Je préférerais rester. Elle soutint son regard. Mais pas au prix de me plier pour des gens qui n'ont jamais mérité ça de ma part. Dimanche arriva. Ils habillèrent les enfants comme on s'habille pour quelque chose d'important. Ada portait la robe bleue qu'elle avait faite elle-même, repassée et droite. Tommy portait sa chemise raccommodée, col boutonné, timbale dans la poche. Eli avait nettoyé ses bottes, un détail que personne n'avait demandé et que tout le monde remarqua. Harris était dans le tissu blanc, le seul propre qui restait, ses yeux sombres, grands et sans trouble. Nora portait la même robe que toujours. Elle l'avait repassée et ses cheveux étaient détachés, ce qui était la première fois depuis son arrivée au ranch que Cole la voyait ainsi, tombant sur ses épaules dans la lumière du matin. Il ne dit rien à ce sujet. Il attela le chariot. Ils se rendirent en ville. La salle de réunion de l'église était pleine, plus pleine que Cole ne s'y attendait. Toutes les places étaient prises et des gens se tenaient le long des murs. Il comprit en entrant que c'était devenu quelque chose de plus grand que l'idée de Margaret Voss, que toute la ville avait décidé que cela valait la peine d'y assister, ce qui signifiait que toute la ville allait être témoin de ce qui allait se passer ensuite, ce qui pouvait aller dans un sens ou dans l'autre. Margaret Voss était à l'avant. Elle avait la posture d'une femme qui avait répété. Ruth Hadley était assise à côté d'elle, les mains jointes et le visage arrangé dans l'expression d'une personne qui participe à quelque chose de juste. Derrière elle se trouvaient des autres, des femmes surtout, quelques hommes que Cole reconnut comme étant des associés de Craddock, ce qui lui indiqua que Craddock était toujours dans le coup, même s'il n'était pas dans la pièce. Cole tint la porte. Nora entra la première. La pièce changea quand elle entra, pas bruyamment, mais de la manière dont une pièce change quand la chose dont tout le monde a discuté est soudainement présente et réelle, et considérablement plus humaine que la discussion ne l'avait laissé entendre. Nora marcha jusqu'au milieu de la pièce, s'arrêta, regarda Margaret Voss et ne détourna pas le regard. Tommy tenait l'arrière de la jupe d'Ada. Eli se tenait à la gauche de Nora, proche, sans se cacher. Iris fit un petit bruit et se calma. « Madame Ashby, » dit Margaret. « Madame Voss. » La voix de Nora était assez claire pour atteindre le mur du fond. « Je crois comprendre que vous avez convoqué cette réunion pour discuter de ma famille. Ceci est une discussion sur le bien-être de la communauté. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ce que c'est une pièce pleine de gens qui parlent de moi depuis 3 semaines et qui ont maintenant décidé de le faire en face de moi. J'apprécie la franchise. C'est plus que ce que la plupart des villes ont réussi à faire. » Un murmure parcourut la pièce. « Madame Ashby, » dit Margaret.
Personne ici ne vous veut du mal. Nous avons simplement des inquiétudes quant au bien-être des enfants dont vous avez la charge. Alors laissez-moi répondre à ces inquiétudes. Nora regarda la pièce, chaque visage. Elle ne regarda pas Cole, qui s'était placé légèrement derrière elle et à sa droite. Pas devant elle, pas entre elle et la pièce, juste là. Mon nom est Nora Ann Ashby. Je suis née en Pennsylvanie. J'ai épousé James Ashby à 17 ans et j'ai passé 9 ans dans une maison où mon mari buvait, jouait et levait la main sur mes enfants quand le whisky le lui disait. J'ai quitté cette maison avec 4 enfants, un sac et 40 dollars que j'avais économisés en secret pendant 3 ans, cachés dans la doublure d'un manteau que mon mari ne savait pas que je possédais. La pièce était très silencieuse. Je n'ai pas abandonné ses dettes, dit-elle. J'ai choisi mes enfants plutôt que ses dettes, ce qui est le seul choix qu'une mère puisse faire. J'ai fui parce que son frère voulait prendre mes enfants comme pupilles du côté. J'ai fui parce que je n'avais pas d'avocat, pas d'argent et personne pour m'aider. Elle fit une pause. Dans 3 villes entre le Kansas et ici, j'ai demandé du travail et on m'a refusé. On m'a dit que j'étais un problème. On m'a dit que mes enfants mettaient les gens mal à l'aise. On m'a dit qu'une femme dans ma situation devait accepter la charité ou continuer son chemin, et qu'accepter la charité venait avec des conditions que je n'étais pas prête à accepter. Elle regarda Margaret Voss. Je suis arrivé sur la propriété de Cole Hargrove avec 4 enfants qui n'avaient pas mangé depuis 3 jours. J'ai demandé ses restes. Pas son aide, pas sa sympathie, pas son argent. Ses restes. Elle laissa cela en suspens un moment. Il m'a offert du travail à la place. Un salaire juste, un logement séparé, une porte qui se verrouille de l'intérieur. Il n'a rien demandé en retour, sauf le travail que j'ai accepté de fournir. Il n'y a rien d'irrégulier dans cet arrangement, sauf qu'il était décent, et la décence nécessite apparemment une explication dans cette ville. Madame Ashby. La voix de Margaret avait perdu une partie de son assurance. L'inquiétude ne réside pas dans l'arrangement lui-même, mais dans l'apparence. L'apparence de qui? Dit Nora. La mienne ou la vôtre? Elle fit un pas en avant. Un seul pas menaçant, autre chose. Le pas d'une femme qui a décidé qu'elle en avait assez de rester derrière la ligne. J'ai regardé cette communauté parler de moi pendant 3 semaines. J'ai vu ma fille rentrer du puits avec les yeux brillants d'avoir essayé de ne pas pleurer. J'ai vu mon fils, qui venait de retrouver sa voix, regarder votre ville et se taire. Et je n'ai pas dit un mot parce que j'essayais de vous accorder le bénéfice du doute. Elle regarda autour d'elle dans la pièce. J'en ai fini avec ça. Madame Ashby, vous voulez me qualifier d'inapte? La voix de Nora ne s'éleva pas. Elle n'en avait pas besoin. Regardez ma fille qui a fait sa propre robe pour venir ici aujourd'hui. Regardez mon fils qui apprend à lancer une corde et a dit 12 mots cette semaine après un an de silence, parce qu'un homme patient lui a donné l'espace pour les retrouver. Regardez mon bébé qui était à moitié affamé quand nous sommes arrivés et qui maintenant attrape tout ce qui est à sa portée parce qu'elle a assez à manger et un endroit sûr pour dormir. Elle regarda Margaret directement. Regardez-les et dites-moi en face que je suis inapte. Margaret ouvrit la bouche. Elle la referma. Je ne vous demande pas de m'aimer, dit Nora. Je ne demande pas votre approbation. Je vous demande de nous laisser tranquilles. Laissez-nous travailler. Laissez-nous vivre. Laissez-nous faire partie de cette communauté comme toutes les autres familles ici en font partie, en contribuant honnêtement et en attendant rien que nous n'ayons pas gagné. Elle regarda la pièce. C'est tout ce que j'ai jamais demandé. C'est tout ce que n'importe quelle mère demande. Silence. Il dura 3 secondes entières, ce qui dans une pièce de cette taille est très long. Puis Edna Pruitt se leva. C'était la femme de l'instituteur, petite et silencieuse, et elle avait l'air d'une femme qui avait pris une décision plus tôt dans la semaine et avait passé chaque heure depuis à la confirmer. « J'aimerais dire quelque chose, dit-elle. Margaret se tourna pour la regarder. « Edna. J'étais au puits, dit Edna, il y a 3 semaines. Je suis resté là et n'ai rien dit pendant que vous insultiez cette femme et répétiez des histoires que vous teniez de Hugh Craddock, qui, soit dit en passant, fait l'objet d'une plainte formelle pour faute professionnelle auprès du tribunal territorial cette semaine. » Elle regarda autour d'elle dans la pièce. « Je n'ai rien dit parce que j'avais peur. Je dis quelque chose maintenant parce que j'ai plus peur de ce que ça signifie si je ne le fais pas. » Elle regarda Nora. « Je suis désolé, Madame Ashby, pour le puits et pour tout le reste. » La pièce changea de nouveau.
Du fond, une voix d'homme. Walt Pruitt, le propriétaire du magasin général. Craddock a une plainte territoriale contre lui. Déposée par Aldridge à Cheyenne, dit Cole. Il n'avait pas parlé jusqu'à présent. Il n'éleva pas la voix. Il le dit simplement à un volume qui couvrait la pièce. Pour avoir utilisé des mécanismes légaux pour faire pression sur des propriétaires terriens afin qu'ils vendent leurs droits sur l'eau. L'affaire Hansen, l'affaire Dillon et celle-ci. Il regarda autour de lui. Il fait ça depuis des années. La plupart d'entre vous savaient que quelque chose n'allait pas dans la façon dont ces éleveurs ont vendu et aucun de vous n'a rien dit. Parce que Craddock est puissant et il est plus facile d'être d'accord avec les hommes puissants que de les affronter. Personne ne contesta cela. Le silence particulier des gens confrontés à une vérité sur eux-mêmes est différent des autres silences, et la pièce l'avait maintenant. « Je ne demande à personne de m'aimer, » dit Cole. « Je ne demande à personne d'aimer Nora ou de s'excuser pour quoi que ce soit. Ce que je demande est simple. Décidez ce qu'est cette ville. Décidez si vous êtes le genre de communauté qui chasse une femme avec 4 enfants parce qu'un homme avide l'a trouvé utile comme levier, ou si vous êtes de quelque chose de mieux que ça. » Margaret Voss s'assit. Elle le fit sans drame, sans annonce. Elle s'assit simplement. Et le mouvement lui-même était la déclaration, l'effondrement d'une position qu'elle ne pouvait plus tenir face à ce que la pièce savait maintenant. Ruth Hadley regarda ses mains. La réunion se termina sans qu'une résolution ne soit appelée ou qu'un vote ne soit pris. Parce qu'au moment où elle s'était terminée, il n'y avait plus rien à voter. Les gens sortiront de la manière particulière des gens qui traitent quelque chose qui a changé la forme de leur compréhension. Certains dévitant les yeux de Nora, d'autres les rencontrant et hochant la tête en petits signes de reconnaissance, qui coûtaient quelque chose et valaient exactement cela. Edna Pruitt s'arrêta à la porte. « Madame Ashby, mon mari dirige l'école. » Elle fit une pause. « Ada a 12 ans. » « Oui, dit Nora. « Nous avons de la place, dit Edna, si elle voulait y assister. » Ada, qui se tenait derrière sa mère, devint très immobile. Nora regarda sa fille. Ada. La voix d'Ada était prudente et très contrôlée. « Oui, s'il vous plaît, dit-elle. J'aimerais beaucoup. » Ils rentrèrent dans la lumière de fin d'après-midi, tous les 6 dans le chariot, comme ils étaient venus. Mais quelque chose avait changé dans l'arrangement, dans le poids de l'air entre eux. Tommy s'était endormi contre l'épaule d'Ada. Eli était assis avec sa corde sur ses genoux et ses yeux sur le paysage qui défilait. Iris était éveillée, regardant le ciel. À mi-chemin, Nora dit « Vous n'aviez pas à parler. Je voulais, dit Cole. Je m'en sortais. Je sais que vous vous en sortiez. » Il garda les yeux sur la route. « Je ne parlais pas pour vous. Je parlais pour moi parce que c'est aussi ma communauté. Et ce sont aussi mes voisins. Et je suis resté silencieux dans cette ville pendant 3 ans, et j'en avais assez d'être silencieux. » Nora le regarda. Il sentit son regard. « Cole, dit-elle. »« Oui, madame. J'aimerais rester. » Elle le dit simplement, sans préambule. « Au-delà du moi, si ce serait d'accord, ce serait d'accord, dit Cole. Les enfants sont... » Elle s'arrêta. « Tommy est heureux ici, vraiment heureux. J'avais oublié à quoi ça ressemblait sur lui. » Elle resta silencieuse un moment. « Et Ellie est... Vous savez ce qu'est Eli. »« Je sais. C'est grâce à vous, dit-elle. Je veux que vous le sachiez. Quoi qu'il devienne, la partie qui s'ouvre à nouveau, c'est grâce à vous. » Cole regarda la route. Le ranch apparaissait devant eux. La clôture, la grange, la maison avec son porche, où ils s'asseyaient chaque soir dans le noir et parlaient de tout et de rien. Et la distance entre eux s'était réduite si progressivement qu'aucun d'eux ne l'avait formellement reconnu. Il arrêta le chariot à la porte, il serra le frein, il se tourna pour la regarder. « Nora, dit-il, elle le regarda. J'ai quelque chose à vous dire, et je vais le dire simplement parce que j'essaie de trouver une meilleure façon de le dire depuis 2 semaines, et il n'y en a pas. » Elle attendit. « Je vous aime, dit-il. Pas parce que vous aviez besoin d'aide et que je vous ai aidé. Pas à cause des enfants, bien que je les aime aussi, tous les 4. Ellie et sa corde, et Tommy et sa timbale, et Ada, qui est la jeune fille de 12 ans, la plus formidable que j'ai jamais rencontrée. Et Iris, qui a attrapé mon col mardi dernier et m'a regardé comme si j'étais la chose la plus intéressante qu'elle ait jamais vue. » Il s'arrêta. « Je vous aime parce que vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais connue, et vous ne le savez pas, et vous ne me croiriez pas si je le disais. Et vous allez vous disputer avec moi à ce sujet tout de suite.
Nora le regarda longuement. « Je ne vais pas me disputer avec vous, dit-elle. Non? Non. Elle se tourna vers l'avant et regarda leur ranch, le jardin qui verdissait au-delà de la clôture, la cabane où ses enfants avaient dormi la première nuit et où Ellie avait retrouvé sa voix. Le porche où Tommy avait traversé la cour seul dans le noir pour s'asseoir à la table de cuisine d'un étranger et attendre d'être nourri. « Je vous aime aussi, dit-elle. Je le sais depuis un moment. J'en avais peur. Avez-vous toujours peur? » Elle y réfléchit honnêtement, comme elle réfléchissait à tout. « Oui, dit-elle, mais j'ai plus peur de ce que ce serait de m'en éloigner. » Elle se tourna pour le regarder, et je ne me suis jamais éloigné de quelque chose qui en valait la peine. Ce n'est pas ce que je fais. De l'arrière du chariot, Tommy dit sans ouvrir les yeux. « On est à la maison? » Cole et Nora se regardèrent. « Oui, dit Cole, nous sommes à la maison. » Tommy se cala de nouveau contre l'épaule d'Ada et ne posa plus de questions, parce que maison était une réponse qui ne nécessitait rien après elle. Ils se marièrent 6 semaines plus tard dans la cour du ranch Hargrove. Un matin où le jardin était entièrement vert et le ruisseau du Nord coulait, propre et clair, à travers des terres qui leur appartenaient en propre. Documenté, enregistré et inattaquable. Le docteur Patterson fut témoin. Edna Pruitt vint avec son mari. Aldridge monta de Cheyenne. Le shérif Lyle se tenait près de la clôture du fond, son chapeau à la main. Ada se tenait derrière sa mère et tint Iris pendant toute la cérémonie. Et Iris attrapa une poignée de cheveux d'Ada et s'y accrocha, et Ada ne se plaignit pas une seule fois. Tommy portait l'anneau de cuivre sur un bout de ficelle autour de son cou parce que Cole le lui avait demandé. Et Tommy avait pris la responsabilité avec la gravité d'un garçon qui comprenait qu'il faisait quelque chose d'important. Eli se tenait à côté de Cole. Quand le moment vint et que les mots furent dits, Eli leva la main et la mit dans celle de Cole. Cole baissa les yeux. Eli leva les yeux. Rien ne passa entre eux qui nécessitait des mots, car ils avaient tous deux appris maintenant que les choses les plus importantes en ont rarement besoin. Quand ce fut terminé, Grace, la fille du vieil ami éleveur, qui était venue aider à la cuisine, demanda s'il y avait du gâteau. Il y en avait. Nora l'avait fait elle-même 2 jours avant, et Ada l'avait décoré maladroitement et avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'était la meilleure chose que quiconque dans cette cour ait goûté depuis aussi longtemps qu'ils pouvaient s'en souvenir. Ils mangèrent sur le porche, tous les 6 ensemble. La famille qui avait été construite non pas par le sang, ni par un plan, ni par aucune sorte de dessin, mais à partir d'un biscuit tendu à un garçon affamé un soir d'été, à partir d'une femme qui ne voulait pas mendier et d'un homme qui ne pouvait pas détourner le regard, d'une corde lancée maladroitement 14 fois avant d'atterrir correctement, de 2 personnes qui avaient chacune été brisées par le deuil et la solitude et le poids particulier d'une vie vécue seule, et qui avaient trouvé à la fin de tout cela que la chose la plus forte qu'ils pouvaient construire était simplement ceci: une table, un porche, une porte qui s'ouvrait au lieu de se fermer, et assez de place à l'intérieur pour tous ceux qui en avaient besoin. Cette nuit-là, la pluie d'été arriva enfin, la première vraie pluie depuis des mois. Régulière, propre et indifférente à tout sauf à la terre sur laquelle elle tombait. Et elle tomba sur le toit du ranch Hargrove, où 6 personnes dormaient, en sécurité, entières et choisies. Et elle remplit le ruisseau du Nord jusqu'à ses rives, et elle s'infiltra dans la terre du jardin que Nora avait ramenée de la mort de ses propres mains. Et elle coula le long de la clôture que Cole avait réparée poteau par poteau. Et elle ne dit rien, car la pluie n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle tombe simplement, et les choses qui ont été plantées tiennent bon.